tu peux pas te permettre d'aller à gauche, à droite, aller voir les copains, rigoler tout au long de la semaine. Ça, tu peux pas. Si tu veux progresser dans quelque chose, moi, je suis dans le sport, en tant que coach. Si tu veux progresser, il te faut ce temps où tu vas te dire, voilà, je me plonge 3-4 heures là-dedans et voilà, je me construis à travers ça. Ouais, c'est beau de dire que on n'a rien, mais il faut se battre chaque jour, tu vois. On avait déjà cette détermination très jeune, tu vois. Tu penses que vous êtes fait douiller à certains égards? On se fait toujours, même qu'on connaît ce business-là, tu te fais toujours douiller. Il y a toujours entre les lignes. Après la connaissance en 92, je rencontre DJ Mehdi, paix à son âme. Et là, c'est là qui a été le déclencheur, en fait. On peut pas être bon partout. Quand t'es bon dans une chose, c'est ce que j'ai appris, moi. Je savais fédérer et j'étais bon dans une chose et je l'ai fait depuis tout jeune et jusqu'à maintenant, tu vois. Monsieur Maniquet, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va, super. Bon, je suis content de te recevoir sur Kalimandjaro, le podcast des ambitieux. Yes, merci pour l'invitation, c'est super cool. C'est normal. Moi, je suis un bousillé de la mafia qu'un fruit. Parce que, bon, vous avez explosé 98, 99. Moi, j'avais 15, 16 ans. Donc, tu vois, c'est vraiment l'âge où tu commences vraiment à bien rentrer dans le rap et à faire tes goûts personnels. Là, le secteur A, c'était avant, on était petits. La mafia qu'un fruit, c'est vraiment mon âge de toutes les folies, quoi, tu vois. Ouais. Et donc, je pense que j'ai écouté tous les morceaux de cette époque-là. D'accord. Donc, pouvoir discuter avec toi, c'est un grand, grand plaisir, véritable, véritable. Et il y a plein de questions que je me suis toujours posées, que là, j'ai envie de poser. Même si là, on n'est pas pour faire une interview rap. Ok. Parce que c'est pas un média rap, tu vois. Mais j'ai envie quand même de comprendre D'accord. d'où t'en es venu et ce que tu fais aujourd'hui sur des sujets tu passes de rappeur à coach, comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre, quelles sont les transitions entre l'un et l'autre. Exact. Et ça va vraiment, en tout cas, c'est vraiment tout ce qui va m'intéresser, quoi, tu vois. Ok, pas de souci. La première question, c'est toujours celle de l'ambition. Il y a un morceau dans Manuscrit, c'est Mr. Flo qui rappe et il dit je suis venu au monde tout comme toi, frère, et je viens des halls, j'ai la dalle. Est-ce qu'aujourd'hui tu dirais que t'as encore la dalle? Ouais, la dalle, elle est ancrée depuis tout jeune, en fait, hein. Elle est ancrée depuis tout jeune. La dalle, ça fait partie du background, tu vois, qu'on a. Moi, je me suis toujours, je suis quelqu'un qui a vécu une certaine jeunesse à un certain moment. Où dans la plus tendre jeunesse, j'ai pas été amené à être dans un milieu confortable, tu vois. D'accord. Et je me suis servi de ça. Ma tristesse a été ma force depuis petit, tu vois. Donc voilà, beaucoup de problèmes à la maison. Étant tout jeune, tu vois des trucs, t'as 8 ans, tu dis mais comment est-ce possible? Et je me suis servi de ça en disant, en grandissant, je vais essayer d'être meilleur tout le temps pour accompagner ma mère du meilleur possible. Et je me sers comme référence, je me sers de mes grands frères. Ils ont eu un travail très tôt parce qu'ils se levaient très tôt. Ils allaient travailler dans un apprentissage pour avoir un boulot après. D'accord. Voilà. Et quand on dit que t'as la dalle, c'est quoi aujourd'hui ton objectif? Ouais. Ton but ultime, Maniquet, dans 20 ans? Qu'est-ce qu'il fait? Ou bien qu'est-ce qu'il aura fait? Ah, on se projette, c'est bien ce que tu dis parce que on se préoccupe souvent de ce qu'on peut faire dans 2 ans. On se dit, ouais, dans 2 ans, je veux faire ça. Mais on se projette pas. Ce qui est intéressant, c'est dans 10, 15 ans. Voilà, si Dieu me l'accorde, moi, je compte être dans les grandes instances, diriger un club de basketball parce que j'aime ce métier, j'aime ce sport, c'est ma passion. Et j'aimerais être dans les directives, que ce soit dans le social ou dans le sport, tu vois. Je me vois un peu comme ça, distribuer les cartes, quel entraîneur que je veux, qui entraîne telle équipe, comment je coordonne un peu toutes les équipes, comment je peux manager toutes ces réformes et comment aussi je suis émane de discuter avec la présidence pour recruter des joueurs, lui oui, lui moins lui, et puis faire les calculs en termes de budget. Ça j'aimerais bien, c'est un truc qui me passionne, ça. Et aussi voilà, continuer mon éducation pour ma fille, quoi. On dit souvent que les enfants à 18 ans, elles sont majeures, mais moi, ma fille, c'est toute la vie, quoi. Tant que je serai là, c'est quand elle a besoin, même si elle travaille aujourd'hui, quand elle a besoin, je suis là, quoi. Elle a quel âge? Elle a 22 bientôt. Ah oui. Et ça, c'est notre rôle de parents. Tant qu'on est là,
on accompagne nos enfants du mieux possible, quoi. Totalement. Et donc tu dis là, quand tu dis que tu te vois dans les instances dirigeantes du basket, c'est-à-dire que là, t'as tourné complètement le dos à la musique, c'est fini. Ouais, la musique, c'est ce qui m'intéresse. C'est toujours une passion en termes j'écoute ce qui se fait. C'est ma fille qui me donne un peu les références parce que c'est très jeune maintenant. Mais moi, je suis toujours dans l'écriture. Comme tu sais, j'ai sorti 2 livres. Ouais. Donc forcément, il y a une part d'écriture, une passion qui reste encore depuis le début. Depuis 88, je suis dedans à écrire des textes, essayer de formuler des textes du meilleur possible pour qu'il y ait une compréhension, pas seulement pour moi, mais pour les gens qui m'écoutent. Donc voilà, c'est une passion qui reste et une forme d'art aussi qui est toujours ancrée en moi, quoi. C'est quand par exemple quand Kerry ou peu importe vont au studio, j'essaie d'être là s'il me dit de passer, j'essaie encore aujourd'hui tu viens. Ouais, je viens à ses concerts, j'écoute, voilà, il y a toujours des trucs qui me choquent, même si je connais le bonhomme, mais c'est intéressant de voir comment il l'emmène un peu plus loin son art, son game, comment à chaque concert il fait un petit truc un peu plus haut, toi. C'est super fédérateur pour moi déjà qui l'ai vu grandir, et puis j'imagine même pas pour le public, quoi. Surtout que toi, ce qu'on dit toujours, ton grand talent, ça a été de faire la réal des albums. Et donc là, quand tu retournes en studio, est-ce que t'as pas envie de garder ces petits réflexes-là, de réaliser, de dire faisons comme ça, mets ce morceau? Ouais, ça m'intéresse toujours de comprendre comment les gens font leurs morceaux, qu'est-ce qu'ils imbriquent un peu dedans, savoir où ils veulent. Et je dis, là, il aurait pu mettre ça, mais maintenant je prends beaucoup de recul face à ça, mais ça a toujours été ma passion, mon truc, aller chercher dans les détails où on peut emmener le morceau un peu plus loin, quoi. D'accord. Ouais. Bon, on en reparlera par la suite de ton rôle. La question une fois qu'on a vu un peu là où tu veux aller, comment tu te présentes aujourd'hui quand les gens te demandent, parce que notre audience, c'est pas sûr que tout le monde te connaisse, t'es un peu un mec de l'ombre. Exactement. Et que les pas les puristes, mais les gens qui écoutent vraiment le rap, qui te connaissent bien. Ouais. Comment tu te présentes aujourd'hui? Moi, je suis un membre de la Mafia Qu'un Free. Je suis Manuquet, qui a été longtemps un fédérateur, qui a impulsé cette musique en France. Voilà, qui a été dans une certaine motivation pour des gens très jeunes, et je suis un découvreur de talent, comme il disait Carlito, quoi. Voilà. Découvreur de talent quand même, voilà, c'est ce qu'il disait. Ouais. Voilà. C'est vrai. Je me présente comme ça, et puis en tant qu'homme, je suis un éducateur avant tout, et un formateur de jeunes passionnés du sport. Parce que les gens peut-être ne font pas le lien, mais quand tu dis découvrir des talents, c'est toi qui as découvert, entre guillemets, Kerry James. Il avait quel âge quand tu le découvres? 12 ans. 12 ans? 12 ans, ouais. Et il rappait déjà à l'époque? Ouais, il rappait déjà, il écrivait ses textes lui-même, et voilà. À l'époque du morceau Service militaire, il avait quel âge? Pareil, 12 ans. Hein. Il avait 12 ans, c'était pas quoi? Ok, d'accord. Tu vois, la maturité qu'il avait déjà de dire qu'il veut pas aller au service militaire. Et c'est pas toi qui l'avais soufflé? Non. Okay. Moi, je l'aidais un peu à formuler ses textes, lui faire comprendre qu'il y a un refrain, là, il faut s'arrêter, là, il faut reprendre. Mais tu sais, t'apprends ça très, 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 très rapidement. Quand t'écoutes du hip-hop tous les jours, que ce soit français, américain, une fois que t'as compris, ce cheminement, de mettre des refrains en 8 mesures, 4 mesures, une fois qu'il avait compris ça, les textes, il te les ramenait. Mais lui, il a toujours eu ce truc de beaucoup écrire, beaucoup jeter sur la page blanche, et voilà, c'est souvent, il rectifie très peu. Et une fois qu'il allait en studio, c'était un one shot, quoi. D'accord. Et toi, ton rôle, quel était-il à ce moment-là? Je parle vraiment, donc il avait 12 ans, c'était ça, les années 90. Ouais, exact. Toi, t'étais dans le différent type, c'est ça? Ouais. Quel était ton rôle par rapport à ce nouvel écosystème-là qui apparaissait du rap? Qu'est-ce que toi, tu faisais? Moi, c'était quelque chose un peu de très spécifique, parce que c'est les premiers jeunes en France qui faisaient du rap, tu vois. C'était tout jeune, les jeunes, ils donnaient cette référence à Chris Cross, mais nous, on était vraiment les premiers, quoi. Chris Cross est arrivé, il y a eu cette confrontation entre Chris Cross et nous, mais nous, on était vraiment premiers. Et puis mon rôle, c'était de l'accompagnement. Et ce truc, je pense que ça doit tenir de ma mère, quoi. Ouais. Elle a toujours eu cette façon d'accompagner des gens qui étaient plus démunis ou autres. Et puis j'ai senti en lui, Kerry, et puis les autres qui l'accompagnaient, qu'il y avait un potentiel. Et il venait toujours dans cette maison des jeunes avec nous. Et puis j'ai dit,
ça peut leur servir de passion, de tremplin. Venez, accompagnez-nous tous les mercredis, samedis, venez avec nous, faites les séances avec nous, et puis on verra où ça nous mène. Mais à ce moment-là, le rap n'était pas aussi bankable qu'il est aujourd'hui. Non, non. Vous voyez où, toi, à cet âge-là, 88, t'avais quel âge? Je devais avoir 18 ans, ouais, 18 comme ans? Ça, ouais. Qu'est-ce que tu te voyais faire plus tard dans la vie, à cette époque-là? Moi, je voulais être dans le sport. Ok. Parce que t'as toujours voulu être dans le sport. J'étais très bon au début dans le foot. À 18 ans, j'ai commencé à découvrir le basketball. Et j'aimais trop le sport, quoi. Partout où j'allais, je faisais des pompes, je courais, Et après, la musique a pris le dessus. D'accord. C'était une vraie passion et jamais, pendant une dizaine d'années, on s'est dit que ça va devenir notre métier principal, en fait, tu vois. Mais du coup, c'est surprenant. Toi, t'avais des grands frères qui étaient insérés professionnellement, qui avaient fait l'apprentissage, la voie un peu classique. Ton père aussi très travailleur. Tu disais, il avait 2 boulots. Exactement. Mais toi, jamais tu t'es dit, moi, je vais bosser. Ouais, moi, je me suis dit, ça, en même temps, c'était une forme de travail, tu vois. Oui. Moi, j'amenais les autres. Après la connaissance en 92, je rencontre DJ Mehdi, paix à son âme. Et là, c'est là qu'a été le déclencheur, en fait. Le déclencheur pour la musique? Pour la musique, parce que là, je découvre quelqu'un qui est autant passionné que moi, de musique et autres, tu vois. Il me donne une grosse visibilité, pas seulement musicale, mais sur la vie, même s'il était jeune, à cette époque, il a 14-15 ans. Et le jour où je suis rentré dans sa chambre, j'ai dit, c'est quelque chose, quoi. Une grosse encyclopédie, une grosse connaissance de la musique en général. On parle de tout avec lui, tu vois. On parle d'amitié, et très tôt, quoi. On s'est connus, une semaine après, j'étais chez lui. Et je suis plus jamais sorti de chez lui, on va dire, tu vois. À part qu'on faisait notre tournée, on allait, je rentrais à la maison parce que ma mère, elle n'en pouvait plus que je découche, tu vois. Et une fois qu'on était pris par passion tous les deux, et notre amitié a été solide tout de suite. Fusionnel triple X, tu vois. Et là, on parlait de tout. On parlait d'amitié, on parlait de comment on peut emmener les disques, comment on peut construire un disque, qui est le plus fort du rap, t'aimes ça, t'aimes ci, regarde aux États-Unis, comment ils font leurs disques, et on avait une vision déjà qui était lointaine dans la musique, tu vois. Et ça, c'était fort. Et lui, il avait une certaine façon de construire. Il avait aussi cette façon d'avoir une image qui était unique en France. Lui, je pense que quand on se souvient de ses productions musicales, notamment moi, là où je pense qu'on a tous été choqués, c'est le premier album de 113, c'est l'éclectisme. C'est des sons qu'on retrouve nulle part ailleurs, quoi. Vraiment. Mais à ce stade-là, j'imagine que vous étiez en mode insouciant, on fait notre passion, c'est tout. Exactement. On cherche même pas à travailler, à gagner de l'argent avec ce qu'on fait. C'est juste, on vit de notre passion, on fait notre passion. On vit de notre passion, mais on se professionnalise quand même de plus en plus. D'accord. 92, 93, 94, ça a été un néant pour nous. On a fait quelques concerts. Idéal ne faisait plus de concerts à cause de leur double contrat qui était un peu bloqué. Mais 95, on a commencé à se réactualiser, faire des 96, faire des premiers maxi, deuxième maxi, le premier album d'Idéal J. Et là, on commençait à trouver cette passion qui nous emmenait à faire des concerts. Déjà, ça a été une première mise au point. Et puis, il y a un petit label qui nous signe en 97. Il s'appelle... l'Ariana? l'Ariana déjà qui était avec nous. Et ce petit label qui était Mediaset à l'époque, il signait pas mal de groupes, la Clica, tout le monde. Et là, on se dit, il y a quand même des gens qui croient en nous, tu vois. Et à partir de ce moment-là, on touche nos premiers francs, quoi. Tu vois. Et on se dit, c'est pas mal, on peut s'acheter des baskets, on peut aller en voyage, faire plaisir à la maman, tout ça. Et on se dit, le métier passion peut devenir quelque chose de sérieux. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on s'y met à 200%. D'accord. C'est quand vous avez commencé à gagner de l'argent. Parce que l'économie à cette époque, c'était quoi? C'était les concerts. Les francs, les concerts. C'est les concerts surtout qui rapportaient de l'argent. Surtout les concerts. D'accord. Et après, vous switchez. Quand est-ce que les maisons de disques rentrent dans le game? Avec nous, ils sont rentrés, c'est eux qui sont venus vers nous d'abord. Parce que nous, on les avait déjà faites, toutes les maisons de disques. En 94, on avait écumé toutes les maisons de disques. Parce que ce que les gens savent pas trop, c'est que Kerry James, Idéal J d'ailleurs, c'était pas que eux, Idéal Junior, ils s'appelaient à l'époque. Eux, ils avaient quand même, on les a pris pour les Criss Cross français, et du coup, il y a des gens qui ont mis de l'argent sur eux et qui pensaient que ça allait péter. Et donc, vous avez connu cette première expérience-là avant d'avoir la période que tu dis où vous traversez du désert, quoi. Exactement. Donc après, forcément, on fait on avait déjà nos maquettes, DLJ et différents types. Donc on fait le tour des maisons de disques et
Ça marchait pas. Ça marche pas. C'est une musique de mode. Ça va durer 2 ans. Veuillez nous attendre à l'entrée. Vous pouvez revenir. Finalement, le rendez-vous est reporté. Ça écoute la cassette 10 minutes. Il y a autre chose. Bon, ok, revenez dans 2 ans, mais bon. Ça intéressait personne. Voilà, ça intéresse ce qu'ils aimaient, eux, c'est le bon MC Solar, qui était déjà populaire à cette époque. Ouais, voilà, c'était l'évolution de la musique française pour eux. Nous, c'est le rap hardcore ou le rap à texte n'intéressait personne. Mais à quel moment ça switch? À quel moment? Parce que quand même, la Mafia Qu'un Free, au-delà du fait que c'était beaucoup de rap racailleux, vous étiez quand même bien boosté par les maisons de disques. Ouais. À quel moment, quelle était la première étape, le jour 1 de cette relation-là? Avec les maisons de disques. Forcément, à force de pousser les murs, à un moment, ils s'écroulent, les murs. Et à force de dire, Mafia Qu'un Free, il y a ci, il y a ça, il y a lui, bah, les gens, je commence à entendre ce nom un peu partout, là, tu vois, et forcément, à un moment, les portes, elles s'ouvrent, hein, tu vois. Quand t'as le premier album d'Idéalgie, qui est fait chez Mediaset, quand il y a cette relation entre la Clica, qui était déjà dans une maison de disques avec leur label, bah, ils font le deuxième album d'Idéalgie qui s'appelle Le Combat Continue. Ok. Et c'est là que 98 là. Ouais, 98, c'est là on commence à faire une tournée avec Idéalgie, c'est là que les gens se disent ça remplit des salles, ces gamins remplissent des salles. Ils ont un message porteur, ils parlent à la jeunesse. Ils sont pas tout seuls. Ce groupe, j'ai déjà entendu. Il y a lui, il y a lui. Ah, d'accord. C'est là que les maisons de disques commencent à s'intéresser. Et puis, comme tu dis tout à l'heure, il y a l'effet 113 qui arrive. Ouais. Donc c'est Idéalgie d'abord, 113 après. Ouais, voilà. Qui propulse tout ça, tu vois. D'accord. Qui met un grand coup de pied dans la fourmilière, quoi. Donc 2 victoires de la musique. 504 breaks chargés sur le plateau. Et on a cet effet de Skyrock qui commence à arriver dans le monde du rap, du rock, tu vois. Et voilà, c'est 504 breaks chargés, voilà. Voilà. Mais toi, ton rôle dans tout ça, d'un point de vue concret, enfin concret, je le comprends, mais d'un point de vue professionnel, c'était quoi? Parce qu'au final, eux, bon, c'est les artistes. Les artistes, eux, ils ont leur contrat en tant qu'artistes. Mais toi, t'es dans l'entourage, t'as toujours été un peu ce grand frère. Mais administrativement, ça donnait quoi comme ça rôle? Donnait, c'est comme je te disais, c'est Mehdi qui m'a inculqué cet art de me construire dans les archives, d'aller me déclarer à la SACEM, et de me présenter en tant que réalisateur de tous ces albums, tu vois, qu'on construit. Tu vois, moi je donnais plein de billes en tant que musical, en tant que thématique, et il me dit, à un moment, il faut que, voilà, tu vas être le réalisateur, des fois le producteur des titres, parce que les titres, on les fait à 2, tu vois. D'accord. Et voilà, à ce moment-là, j'ai dit, ok, pas de problème, je me suis inscrit à la SACEM, je me suis donné un nom, tout ça, et à ce moment-là, j'étais référencé en tant que réalisateur de certains albums. D'accord. Donc toi, ton nom, enfin ton métier, à ce stade-là, c'était réalisateur des albums. Ouais, je suis réal, je rappe toujours aussi, tu vois, bien sûr, mais je suis réalisateur de certains albums qui ont éclaté, quoi. D'accord. Et le réalisateur, il est rémunéré comme l'artiste? Non, différemment, un pourcentage différent, tu vois. D'accord. L'artiste, forcément, c'est lui qui fait tout, le compositeur aussi, et le réal touche une part aussi. D'accord. Et quels sont les albums sur lesquels toi, t'as été le plus impliqué en termes de réalisation? Je sais qu'il y a l'album de Rof, La vie avant la mort. La vie avant la mort. Bien avant, il y a eu Les Princes de la Ville. Et Ni Barreau ni Barrière, j'étais là aussi. D'accord. Voilà, tous ces albums de 113 aussi. Qui ont été des gros succès en plus. Ouais, qui ont été des gros succès. Et puis, et voilà, ça, c'était mon rôle en tant que réal de participer à ces albums, d'emmener l'artiste à un niveau, pas seulement ce que la maison de disques exigeait, mais avoir une vision où l'artiste me demandait un peu ma référence, comment je voyais cet album, et puis il y avait beaucoup de discussions, on discutait vraiment d'homme à homme, tête à tête, on se faisait des petites réunions avant d'attaquer les albums. Ça, c'était super. À chaque moment où on a construit les albums comme ça, Les Princes, tout ça, ça a eu vraiment un impact sur les albums. Et une fois qu'on les faisait un peu par hasard, des fois ça marchait ou des fois moins bien. D'accord. Quand on a construit les albums comme ça avec stratégiser les choses, voilà, avec du recul, parler de tel morceau, comme on le voyait. Puis des fois il y a des trucs qui sont magiques. Il y a des fois tu rentres en studio, il y a un son qui te plaît, tu le fais, boum, ça. Mais des fois qu'on construit les albums, voilà, on s'est dit sur Prince, on aura tel morceau, on veut tel producteur,
On va un peu élargir notre champ de vision comme ça. D'accord. Et Mehdi a amené cette particularité, il a amené les sons les ovnis, quoi, tu vois. Que des ovnis, bien et sûr. voilà, ça s'est éclaté, puis on est fiers de ça. Et quelle est la différence entre le réal et le directeur artistique? Ben, c'est un petit peu pareil, tu vois, sauf que le réal est encore plus ancré dedans, tu vois. Parce que nous, on a un rôle qui va se jouer jusqu'au mix, tu vois. Jusqu'au mix, avoir une relation proche avec l'ingénieur du son, tu vois. Peut-être que les artistes à ce moment-là sont pas là, mais moi, j'ai ce rôle de dire ah non, le mix, il faut que ça soit comme ça. On se référence par rapport à un album US, tu vois. On aimerait que la voix qu'elle sonne très proche de ton oreille, comme si t'étais dans la pièce. Et puis, on aimerait aussi que les mélodies, on les entende très bien, tu vois. Et voilà, on a un rôle jusqu'à l'aspect final du disque, hein. En fait, c'est ça notre grand rôle. C'est une sorte de DA, en vrai. Exactement, ouais. C'est une sorte de DA. Mais la DA, c'était plus le truc des maisons de disques, et toi, t'étais celui qui était avec les artistes, véritablement. Plus proche des artistes, véritablement, parce que je les connais beaucoup mieux beaucoup mieux, forcément. Et j'imagine que quand t'es avec ces artistes, c'est des succès. En tout cas, je pense qu'Idéalgie, c'est un succès d'estime, même s'ils ont bien vendu, mais ça n'a rien à voir avec le 113. Ouais. Vous gagnez d'un coup beaucoup d'argent comme ça. Comment est-ce que toi, t'as pu gérer cette partie-là? Parce que tu l'as dit toi-même, tu viens d'un milieu modeste, et en plus, vous n'étiez pas préparé à gagner beaucoup d'argent à ce niveau-là. Est-ce que ça a été difficile? Comment est-ce que vous avez fait pour gérer cette partie-là de la vie? Concernant les artistes, je sais pas trop, mais concernant moi, particulièrement, particulièrement, c'était, tu vois, t'es assez, la première fois, t'es assez content, tu dis, j'ai fait 10 ans de taf pour ça. La première fois, je suis parti aux Antilles avec ma mère. C'était 2 mois là-bas. J'ai acheté une voiture, ma première voiture, qui était, c'était un peu près dans cette période. D'accord. Je me suis fait plaisir, on va dire, la première fois. C'est ça. Au début, c'est ça. Et puis après, le travail s'arrête pas là, en fait. Il faut toujours, on connaît la vie des artistes, c'est aléatoire. Un coup, tu gagnes de l'argent, 6 mois après, t'en gagnes moins. Puis il fallait que je rebondisse par rapport à ça. Il faut être actif tout le temps. Et à ce moment-là, on a le vent en poupe, on est jeune, on est motivé, on est dynamique. Et puis derrière, il y a 113, il y a Rof qui arrive, il y a l'album Mafia. Et là, il faut bosser, on vit musique, on vit passion tous les jours, quoi. Le matin, on bosse, l'après-midi, on bosse, le soir, des fois, on dort pas, et on cherche à s'alimenter, pas seulement financièrement, mais aussi, on prend du bagou, on prend de l'âge, on a des connaissances, on rencontre des gens, et c'est ça qui nous font grandir en même temps, tu vois ce que je veux dire? Et faire des erreurs, on a fait des erreurs sur des albums, on s'est trompé un peu sur le deuxième album 113, mais on a pu rebondir parce qu'on avait une deuxième issue, on a réédité un album le deuxième, tu parles du troisième ou du deuxième? Du deuxième qui était Fou la Mer. Ah oui, et c'est après on a réédité et c'est là qu'il y a Au Summum. Ok, d'accord. Donc voilà, là-dessus aussi, ça a une expérience capitale. Quand tu te trompes sur un album, on va dire que on n'a pas pris assez de recul, on est revenu assez vite dans l'album parce que forcément, on est demandeur, on se remet au boulot, mais sans avoir une vision claire de ce qu'on veut. L'album qui marche moins bien, forcément, il faut retrouver un coup de boost. Donc, il y a une réédition qui est faite. Et là, l'album reprend avec un 8 ou 9 titres qui explose, quoi. Tu vois. C'est là où il y avait Fou la Merde, il y avait Summum, tous les gros hits. Ouais, voilà. Et j'imagine que, enfin, on dit que le monde du business, c'est un monde de requins. Et vous arrivez, la fraîcheur de la jeunesse, l'ignorance peut-être, ou l'innocence de mecs de quartier qui rentrent dans ce milieu. Vous folie aussi. La folie en plus. Vous connaissez bien le monde de la rue, mais pas le monde des bureaux, le monde corporate. Est-ce que tu t'es formé pour pouvoir gérer, tu vois, tout ce que tu as dit, SACEM, les droits, les trucs. Tu t'es formé pour ça? Non, jamais. Jamais formé, mais j'ai toujours une grosse expérience sur la musique, sur le terrain, comment on fait sonner la musique, parce que ça avait un intérêt capital à l'époque. D'accord. Comment la musique doit sonner, comment la musique, quand tu l'écoutes, comment elle doit sonner, comment elle résonne, ça, pour le public, quand t'écoutes la musique dans ta caisse, ça avait une importance capitale. Et tout ce qui était dans le rôle de gestion de papier, managérial, de tout ça, c'était un peu plus dur, tu vois. On découvre à ce moment-là, et puis, nous, on fait confiance, on a confiance
à ceux qui nous signent, tu vois. On n'est pas encore dans ce mode-là. À cette époque, je me rappelle, je devais avoir 31, 32 ans. Okay. Mais on n'est pas encore dans ce mode-là. On découvre un peu le business musical c'est ça. Et c'est... Tu penses que vous êtes fait douiller à certains égards? On se fait toujours, même qu'on connaît ce business-là, tu te fais toujours douiller. Il y a toujours entre les lignes une biture, mais ouais, voilà. Je pense que c'est en apprenant au fur et à mesure que tu détectes plein de choses, mais se faire douiller, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a plein de choses que aujourd'hui j'aurais fait différemment. Ouais. Clair. Ouais. Comme quoi? Comme regarder le contrat, le faire expertiser par un avocat, voilà, plein de choses, tu vois, demander les points, comment ils évoluent par rapport aux ventes, tu vois, il y a peut-être des choses que les points sont restés les mêmes pendant toute la durée des ventes. Ouais, ça j'aurais pu négocier autre chose. Voilà, des paliers là-dessus, et puis c'est des choses que j'ai pas faites, mais après, comme je t'ai dit, c'est une expérience, c'est un apprentissage, totalement, c'est quelque chose qu'on a vécu et qui a été formidable, quoi. Mais qu'est-ce que tu dis maintenant aux jeunes? Parce que j'imagine, d'ailleurs, je sais pas si c'est le cas. Est-ce que les petits du 9-4 vous appellent, vous contactent en disant, Asni, moi, je veux signer, est-ce que tu peux me mentorer, ou en tout cas me donner des conseils? Ça arrive? Moi, ça m'est arrivé. J'ai bossé avec Tito Prince à un moment. Ok. Même s'il n'est pas du 9-4, moi, j'ai une ouverture, voilà, qu'importe la personne d'où elle vient, c'est un partage d'expérience. Je pense que dans le collectif, il y a des gens qui se sont rapprochés de certaines personnes. Et moi, Tito, c'était lui aussi, comme moi, il a été très jeune. Je l'ai repéré sur les réseaux. Je lui ai dit, viens, on fait un projet ensemble. Il avait déjà un album. J'ai dit, viens, tu veux que je réalise? On le finit. D'accord. Je l'ai un peu poussé, mais lui, il avait du mal à comprendre le cheminement. Il était assez rapide, assez précipité, quoi. Je lui dis, prends ton temps, tu sais que t'es jeune et tout. Il comprenait pas ce truc-là. Et c'est après, un peu plus tard, 4 ou 5 ans après, qu'on est revenu à discuter. Il me dit, ouais, franchement, t'avais raison de ouf et tout. Et je comprenais pas et aujourd'hui, il a compris. On est poteaux de ouf. On s'appelle, on discute sur les albums. Il est rentré, il est rentré dans un nouveau cheminement, dans une nouvelle dynamique. Et je suis fier pour lui. Et puis, il se développe bien, quoi. Ouais. Tito, on voit. Au début, je pense il cherchait, il a fait plein de maisons différentes. Exactement. Aujourd'hui, en Espagne, il a l'air plus posé, plus de vision. Il a une vie d'homme, il a des enfants maintenant. Et des grands enfants, hein. Ouais, des grands enfants. Il a une vision plus posée et spirituelle qui l'accompagne chaque jour. C'est vrai. Et ça le fait du bien, c'est un apaisement total, quoi. Mais donc, à ces jeunes là qui viennent te voir, si tu prends un petit, par exemple, qui a 18 ans, il y a un morceau qui pète là, et les maisons de disques commencent à l'approcher. Qu'est-ce que tu lui dis? Prends quelqu'un qui va savoir forcément bien t'entourer, bien t'emmener dans tout ton accompagnement. Pas quelqu'un que tu prends parce que c'est ton pote ou ton cousin du cousin au cousin, quoi. Prends quelqu'un qui va bien t'accompagner, investis sur toi-même, quitte à le financer chaque mois ou par année ou sur des contrats. Prends quelqu'un qui va bien t'accompagner et puis prends ton temps, avance d'étape en étape, sois pas pressé, que ça pète dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Prends le temps. Déjà, ce que tu dis, c'est bien. Maintenant, fais valoir ta personne. Il faut que le public sache qui t'es, avoir tes paroles. Construis-toi, toi, prends ton temps, construis-toi. Et si ça doit exploser, ça va exploser. Si ça explose pas, c'est que ça explose pas. Voilà, c'est ce que je dirais. Mais je commence à voir souvent ma fille, elle m'envoie des audios avec des petits qui sont, il y a des trucs bien à retravailler et tout. Et comme tu sais, maintenant, Amadoun est producteur, donc je envoie la passerelle et il me dit si c'est bien, pas bien. Et puis mais c'est bien d'écouter la nouvelle génération. Mais moi, je fais très attention aux paroles, quoi. J'ai toujours été là-dedans. Et puis dès qu'il y a un truc qui me parle, même si c'est un peu festif, je dis il y a quand même un petit truc là-dedans. Parce que toi, tu disais que tu as été très sensible et tu t'en parles beaucoup dans le livre, dans ton premier livre. Tu parles de Renaud et de l'impact que ça a eu sur toi. Est-ce que tu peux expliquer un peu pour nos auditeurs? Renaud, ceux qui connaissent pas, c'est Renaud Séchant, vous le trouverez, hein. C'est celui-là qui a impulsé dans les années 80, quoi, toute une génération qui était assez on va dire une population qui était assez revancharde, qui sortait du lycée à cette époque. Il y avait beaucoup de problèmes en France, tu vois, dans l'accompagnement de tous les auteurs de cette France qui étaient dans les lycées, à la fac,
Et Renaud a eu un message pour eux, c'était de pas lâcher, de faire avec ce que vous avez, avec les armes que vous avez, jamais laisser tomber vos rêves et tout. Et Renaud avait déjà ces paroles qui étaient très engagées, mais très fines et très avec un sens, avec de l'humour, mais bien engagé, tu vois. Et ça m'a marqué dans Renaud, tu vois. Et ça a inspiré ta plume aussi de faire un rap à texte. D'être concentré sur le texte, et dans le texte avoir cette dimension revendicatrice quand même. Exactement. D'accord. Parce que il y a deux choses qui m'ont marqué. Excuse-moi. Non, vas-y, c'est moi. C'est Renaud et puis l'arrivée de Nas en fait. Ok. L'arrivée de Nas de 91. Hop. 3 ans après, 94, premier album Illmatic. Voilà, c'est tout c'est tout ce coup de balai sur la feuille qui fait dire que je vais me plonger dans les thèmes à fond, quoi. Nas arrive, on a un ami en commun avec Mehdi qui s'appelle Nabil. Il arrive en 93, 94, il nous balance une mixtape de Nas qui a à l'époque 18 ans, qui fait du rap comme personne le fait. Ouais. Et quand Illmatic arrive, on décortique les thématiques. Je me dis, je rentre chez moi écrire et je reviens. Je me dis, on se revoit la semaine prochaine. Je viens avec des nouvelles thématiques et avec commence à préparer du son. Et j'ai pris une grosse claque à ce moment-là. Et puis c'est là, elle dit, il faut pousser l'écriture, quoi. Pousser l'écriture, parler à la jeunesse, parler aux gens, quoi. Mais il y a une phrase de rap où il dit, c'est fou comme un peu de rap, un peu de lecture pour enrichir tes formules. Pour pousser l'écriture, est-ce que toi, tu lisais beaucoup? Pas spécialement, mais je me contentais de mon vécu. Et de ce que les gens j'écoutais, tu sais, quand moi je dormais, ma mère se levait à 5-6 heures et elle appelait aux Antilles. Et j'écoutais les conversations. Et il y a des trucs qui m'inspiraient, je rigolais. Et mes frères aussi, mes grands frères, les conversations avec les amis, et tout ce qu'on s'inspire dans le métro, qu'on va dans la ligne, on s'inspire, les thématiques nous inspirent, et on a des projections là-dessus, et puis ça nous forge à l'écriture, toi, pousser quand on écrit les morceaux, qu'on est différents types, on écrit réalité, on écrit plein de textes là-dessus, c'est un peu cette vision qu'on a, tu vois, de dire qu'on vient des quartiers, on est jeune. C'est beau de dire que on n'a rien, mais il faut se battre chaque jour, tu vois. On avait déjà cette détermination très jeune, tu vois. Et même quand t'écoutes même les albums d'Idéalgie, quand t'écoutes Rof à l'âge de 18 ans qui fait Génération Sacrifiée. Bah oui, c'est pour ça que je parle de ça. Voilà, un rap très social finalement. Ouais, quand t'écoutes Kerry qui fait Hardcore et le ghetto français. C'est des messages déjà qui datent de 25 ans, 30 ans. C'est ça. Et qui sont déjà une vision c'est des morceaux qui existent aujourd'hui que quand tu les écoutes parole après parole. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Et ça m'interpelle qu'ils soient avec cette lucidité, cette capacité-là à voir, alors qu'ils étaient aussi jeunes. Ah, c'est fort. Ça me surprend. Après, je pense que Kerry est un génie. Je pense vraiment, tu vois, qu'il a ce truc-là qu'on retrouve chez les artistes haïtiens, tu vois, qui sont très portés sur la plume, très portés, et qui lui met toutes ses entrailles dans sa musique, tu vois. Quand il y a quelqu'un qui m'a dit une fois que quand Kerry monte sur scène, il monte avec tous ses ancêtres, parce que tu vois qu'il y a une atmosphère qui est, qui est différente. Pas plus tard qu'il y a quelques temps, j'ai assisté à un concert de Kerry et j'ai amené ma femme pour la première fois le voir, et elle m'a qualifié de ce concert que Kerry avait quelque chose qui était impérial. Ouais. Donc, tu vois le je vois mot, très bien comment il est pesant, quoi. Et j'ai dit, waouh, c'est bien comment tu le définis, là. Non, je vois très bien ce qu'elle veut dire. Donc, voilà. C'est vraiment Non, totalement. Quand il arrive, c'est une autre, en fait, il vient avec une atmosphère. Ouais. Et tout le monde, je pense même les gens qui l'aiment pas, restent là et sont pris par cette atmosphère-là. Et souvent, dans les salles, ce qui est choquant, c'est que t'as des personnes de toute génération. Tu peux avoir du 20 ans, des très jeunes, et tu peux avoir du 75-80, des fois, qui viennent, qui sont curieux dans les salles où ils payent l'abonnement tout au long de l'année. D'accord. Et ils viennent comme ça assister à un spectacle, ils sont là et hop. Ils sont surpris parce que la puissance du gars, quoi. Il est petit, mais il arrive, il dégage une certaine puissance dès qu'il arrive, quoi. Et dès le premier morceau, on n'attend pas le milieu du concert, quoi. Dès le premier morceau, il y a un truc qui se passe tout de suite. Totalement, totalement. Et je pense que c'est ce qui fait vraiment la différence. Ouais. Mais pour en revenir à toi, donc toi tu fais tout ça, et
comment est-ce que tu vis le moment où tout redescend finalement? Parce que, comme on dit, hein, tout ce qui monte, ça vaut qu'à ça redescendre. Forcément, il y a un moment que ça redescend. Tu vois, on vit jusqu'à 2007, 2008 avec des concerts, des tournées. Puis on fait notre dernier concert Mafia qu'un Free au Bataclan. 2007. Qui est une salle mythique pour vous aussi. Ouais, le Bataclan, une salle mythique, une salle de 2000 personnes qui a été réaménagée depuis, mais une super acoustique, quoi. Tu vois, avec l'Élysée Montmartre, c'est les deux salles qui ont une super acoustique dans l'Île-de-France et au cœur de Paris. Ouais. Donc ça redescend, tout le monde est un peu éparpillé, quoi. Tout le monde est un peu éparpillé, on essaie de se reconnecter, à trouver les bonnes paroles pour essayer de garder inculquer les gens avec les gens, faire un nouveau projet Mafia, mais ça reprenait pas. Et je te pose la question à toi particulièrement parce que moi il y a un principe dont je parle beaucoup qui est l'Ubuntu. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Ça me dit quelque chose, ouais. En gros, c'est un mot qui vient de la langue de Mandela. D'accord. Qui veut dire je suis parce que nous sommes. Donc c'est une philosophie qui met forcément le groupe et qui dit que l'humain ne s'épanouit pas s'il n'est pas avec le groupe. Ouais. Et toi, quand j'entends tes textes, tout pour ceux par exemple tu dis les moments où on est en groupe, c'est où on est tous au studio, c'est des moments d'anthologie. Ouais. On sent que tu as besoin d'être au milieu du collectif pour te sentir fort et pour te sentir épanoui même. Du coup, je me dis que pour toi ça a dû être encore plus difficile que le collectif se disloque, non? Ouais, un peu parce que c'était une passion qui était pour moi depuis 30 ans, tu vois. J'étais dedans à faire du son, on se retrouvait entre amis, construire nos émotions sur des enregistrements, tout ça, et puis d'un coup ça s'arrête. Ouais. Et j'ai pu j'essaie de faire des trucs de mon côté, mais il y a plus les mêmes âmes, il y a plus les mêmes armes aussi. Et je me dis là on a perdu quelque chose, quoi. Ouais. Et je le sens après l'expérience, tu sens beaucoup de choses. Tu vois, tu prends beaucoup de recul et tu sens les choses, quoi. Tu sens que non, il y a plus le même engouement chez tout le monde, quoi. C'est ça. Ouais. Mais du coup, est-ce que toi, t'as essayé de raviver la flamme plus que les autres? Parce que comme c'est toi le grand frère, normalement, c'est toi qui dois prendre les gens, dire vas-y, venez, tous là, on s'assied, on règle. Un peu comme le chef du village. Comme je t'ai dit, de 2016, on a essayé de se rallier, de dire, est-ce qu'on peut refaire un album ensemble? Et puis, d'autres étaient pour, d'autres moins. Et puis, finalement, tu vois, moi, j'essaie de convaincre d'une certaine manière. Après, c'est voilà, comme le chef du village, j'ai pas un bambou dire allez venez, tu vois. J'essaie de dire bon les gars, on fait pas. Moi, quoi qu'il arrive, si on fait, je suis là. Ouais. Tu vois. Et après bon, ça s'est pas fait. Chacun a pris sa route, a construit leur carrière différemment. Il y en a d'autres qui ont fait des albums, d'autres qui ont continué. Et puis voilà, tout le monde en part en paix. Et puis voilà. Mais toi, tu faisais quoi alors, finalement? Parce que t'étais déjà un peu dans le basket. Ouais, toujours. T'as toujours fait du basket. Après, sauf que après le basket, à un moment, il faut en vivre. Ouais. Il faut passer des diplômes. C'est-à-dire que quand t'étais, on va dire 2008, 2005, tout ça, quand c'était la hype, quand vous étiez à votre prime, là, tu faisais du basket, mais juste en chill. En chill, j'allais à mes entraînements, je faisais du match le week-end contre les autres équipes, et c'était vraiment le chip, c'était une deuxième source de motivation, quoi. Énergie, transpirer, après aller au studio le soir. J'étais bien, quoi. Je sortais de mon basket, on avait bien rigolé entre poteaux entre coéquipiers quand j'allais en studio, je retrouvais mon essence même, les gars de la mafia, et puis je travaillais, et puis rentrais le matin KO, et puis ça recommençait, c'était au quotidien, c'était un amusement, et c'est ce qui, comme je te dis, c'est tous les jours t'apprends tous les jours, c'est la vie, c'est ça, hein. C'est d'apprendre tous les jours les bons et les mauvais côtés, quoi. Et forcément les mauvais côtés, à un moment tu les rases, et puis les bons côtés, t'essaies avec ça de continuer et de les faire grandir, quoi. Et tu pensais pas qu'à un moment ça allait s'arrêter? Ou est-ce que tu t'es projeté un peu? On s'attend jamais à ce que les choses s'arrêtent, ça vient comme ça, tu vois. On s'attend jamais à ce qui va marcher de ton et ce qui va s'arrêter, on s'y attend pas, en fait. Si ça devait être comme ça, parce qu'il y a des gens qui sont un peu anxieux. Ouais. Moi, par exemple, je suis un peu comme ça en train de me dire, là, il y a une petite hype là, mais je sais que ça va s'arrêter, tu vois. Mais toi, tu t'es pas projeté. Non. À ce moment-là. Non, à ce moment-là, non. D'accord. Et quand je regarde un peu ta carrière,
Parce que toi aussi, t'as fait des albums en solo. Ouais. 2, en tout cas, que j'ai bien retenu. Je sais pas, t'en as fait d'autres qui étaient en groupe? Ouais, j'ai fait le premier album qui était éponyme, et puis après, j'ai fait Manuscrit. Ouais. Des albums qui ont très bien fonctionné. Et après, Prolifique. Ouais, Prolifique 1, Prolifique 2, voilà. Et des mixtapes entre-temps, voilà, pour combler le truc. C'est ça. Et Manuscrit, il y a un jeu de mots avec ton nom, mais en réalité, le manuscrit, c'est celui qui écrit, et qui écrit des livres aussi, finalement, exactement, tu vois. Ouais. Et prolifique, aussi celui qui est prolifique, celui qui produit beaucoup. Pourquoi t'as choisi ce mot-là? Ouais, parce que c'est des mots qui m'allaient bien. Manuscrit, c'est Mehdi qui l'a choisi. C'est même lui qui a fait l'écriture en rouge, là, qui sur la couverture, là. D'accord. Et, ça me déterminait bien, parce que, en fait, moi, j'écrivais toujours. Quand j'étais plus jeune, j'écrivais toujours dans le transport, quand j'étais posé chez un ami au studio, même quand je réalisais, j'écrivais toujours. Que ce soit dans construire des phrases, que ce soit trouver des titres, j'aimais bien ça. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je fais ça encore. J'écris des titres au cas quelqu'un me dit ouais, t'as pas des titres, tiens ça. Ouais. En fait, t'es un créatif un peu. Ouais, c'est ça. Parce que Papou m'a dit que c'est toi qui lui as donné son prénom, Project là. Tu as dit mais toi tu devrais t'appeler Popa Project. Ouais, parce que ça colle bien Pépé, tu vois. Ouais. Pépé, voilà, tu t'appelles Popa Project. Toi. Et ça, comment ça te sort d'où? Est-ce que même tout petit, t'étais déjà un créatif? Ouais. T'as toujours été créatif? Je m'en sers même dans le basketball, la créativité, j'adore ça. D'accord. Même sur des exercices qu'on fait en termes de coéquipiers, de basketball, tout ça. J'aime créer, tu vois. J'aime créer, même si je me trompe, au moins, je vais garder l'essentiel du truc, tu vois. Et ça, tu le travailles? Est-ce que t'es du genre, par exemple, à dire... vas-y, là, en ce moment, j'ai besoin de sortir un nouveau projet. Je vais regarder plein de films, regarder plein de vidéos pour sortir un peu et trouver des nouvelles idées. Bien, comment ma créativité, déjà, vient dans un bon mood, tu vois. Ok. Et, j'aime le beau temps, et il faut que je m'imprègne d'une certaine énergie, que je sois chill, quoi, tu vois ce que je veux dire. Il faut pas que je sois fatigué, il faut pas que les choses se passent moins bien, il faut que je rigole. Il faut que j'aille au sport, il faut que je retrouve ma famille, il faut que je retrouve mes potos. Et là, l'énergie, elle revient. Et puis là, c'est ce qui m'inspire, en fait. D'accord. Par rapport à les choses qu'on va raconter, les conneries, souvent, moi, je dis, le rire, c'est ma passion, parce que ma mère rigolait toute la journée. Je dis, comment elle fait? Elle rigole toute la journée avec ses sœurs, au téléphone, aux Antilles. Toute la journée, ça vannait. Moi, je rigolais parce que toute la journée, ça rigolait, tu vois. Et aujourd'hui, comme les gens le savent, hein, moi, j'adore rigoler, quoi. J'adore vanner, j'adore rigoler. Voilà, on a même un crew qui s'appelle la Mocriteam, quoi. Tellement qu'on se moque. C'est votre groupe WhatsApp, votre groupe WhatsApp. Voilà, on taille les gens, et voilà, on a des codes, on a plein de trucs, et ça a jamais perdu là-dedans. D'accord. Mais donc, quand tu veux lancer une nouvelle idée, tu vas surtout te mettre dans un bon mood. Tu vas chercher à aller voir des gens, aller faire en sorte de être le plus peace possible, et c'est là que les idées jaillissent pour toi. Et bien sûr, il y a des trucs qui te motivent, des trucs qu'on regarde à la télé, comme tu vois, il y a plein de choses maintenant qu'on peut identifier comme Netflix, comme plein de médias qu'on peut regarder, qui te dit putain, c'est pas mal ça, tu vois. Le reportage de Quincy Jones, le reportage de Stallone, le reportage de la femme d'Obama. Il y a plein de trucs qui t'inspirent, tu vois. Et ça, tu te dis waouh, putain, comment ils ont fait, comment c'est filmé, de quoi ils parlent. Ah ouais, son développement c'est comme ça. Ah ouais, c'est pas mal. Il y a quelque chose à en tirer là-dessus, tu vois. C'est comme ça un peu je m'inspire, tu vois. Tu vas regarder beaucoup de contenus, et des contenus de gens différents. C'est surtout dans des industries différentes de la tienne. Différents, pas spécialement de sport. Quand c'est le sport, ça c'est pas forcément du basketball, tu vois. Ça peut être du foot, ça peut être du baseball, du volley, ça peut être parce qu'il y a des hommes qui ont fait des hommes et des femmes qui ont fait des grandes choses dans le monde, tu vois, dans le milieu social et dans le sport en général. Et je m'inspire de ça, j'essaie de voir comment ils ont fait, de quoi ils parlent, et comment ils l'ont fait, et quel a été leur impact par rapport à ça. Voilà. D'accord. Et donc, là, toi, tu as vécu toute cette période-là. Vous avez eu le succès que vous avez eu. Après, comme on a dit, ça retombe. Qu'est-ce que tu fais après? Comment tu te dis, bon, bah voilà, maintenant c'est retombé. On a vu, on a testé de se remettre ensemble avec la mafia. Ça, c'est pas le truc. Aujourd'hui, on sait que t'es dans le sport. Ce qui m'intéresse, c'est la transition. Comment t'as transitionné de tout ça? La transition, s'opère bien avant. Hein. Je dis, c'est un métier qui m'intéresse, et je le vois, ces entraîneurs, en allant sur des colloques.
J'étais beaucoup curieux. Il faut être curieux avant de s'engager dans quelque chose. Ok. Curieux, voir les difficultés, se questionner, surtout savoir qui on est, tu vois, qui j'y est, qu'est-ce qui te pousse à faire ce métier. Et voilà, c'est ça tous les questionnements. Enfin, avant de m'engager dans quelque chose. Et je me dis, le rôle d'entraîneur, c'est un rôle, avec l'âge que t'as, l'expérience, ça peut te correspondre. C'est là que je commence à me dire, est-ce qu'il y a des formations là-dedans? Je me renseigne auprès des coachs que j'avais à l'époque. Ils me disent, il y a des formations. Le club peut t'accompagner par rapport à ça. C'est gratuit. Le club finance. Voilà, t'es dans ce club depuis une vingtaine d'années. On va t'aider. Et puis, puis je m'interroge. Je dis, vas-y, je me lance. Et puis, le premier diplôme, c'est bien. Tu rencontres un peu des amis que tu as joué contre eux. Tu fais quoi maintenant? Tu passes ton premier diplôme. Ouais. Et puis voilà, je me lance comme ça. Le deuxième, pareil. Après, tu arrives à un certain niveau. Et puis hop, on dit là, tu passes un échelon différent. Tu sors les ordinateurs. Je me remets à l'école, quoi. Ordinateur, je connais pas ordinateur, moi. Ouais. Et puis, tu vois, tu vois un peu. T'écrivais des textes sur papier toujours? Ouais, toujours sur papier. C'est, voilà, la base, c'est le papier, quoi. Ça reste, voilà, j'ai des gros cahiers à la maison qui restent là depuis l'enfance, tu vois. Ok. Et puis, je rencontre un pote qui est là, qui a joué contre moi. Je dis, ouais, ça va, l'ordinateur, hop. Et puis voilà, après, t'es lié d'amitié avec ce gars, donc il va te suivre dans les formations. Et puis, c'est comme ça qu'on s'habitue. Et puis, forcément, dans les formations, il y a un mec qui vient de telle banlieue dans l'Île-de-France, puis les connexions, là, le partage se fait comme ça. Et de plus en plus, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que on est amené à voir cette progression. Tu dis, je suis parti de là. Aujourd'hui, je sais faire ci, je sais faire ça. Je m'attache à ça comme je l'ai fait pour la musique au départ. Tu vois. Et c'est quoi ton rapport par rapport à l'ego? Parce que normalement, tu vois, quelqu'un qui a un peu d'ego, il doit se dire, moi, je suis manuqué quand même, tu vois. Je suis the done. Et les gens, quand t'arrives comme ça, assis sur ton siège de formé en truc, les gens te regardent, ils doivent se dire, mais attends, c'est manuqué, qu'est-ce qu'il fait avec nous? Tu vois ce que je veux dire? Il y a eu beaucoup ça pendant 5-6 ans dans les formations. Ouais, c'est parce que t'as des gens de différents âges dans les formations. T'as des très jeunes qui sont bien avancés dans tout ce qui est matériel, technologie, tout ça. Et puis t'as des anciens qui ont joué au basket, qui sont là et qui ont écouté et découvert notre musique. Manuqué, qu'est-ce que tu fais là? Comme tu dis, je dis, je me lance, je me projette dans la formation de coach et tout, et puis on échange, et puis même le formateur des fois oui. On m'a dit que tu faisais de la musique, je vais écouter, il écoute. Voilà, j'essaie de foncer dans ce que je suis venu faire au lieu de parler de musique, quoi. C'est ça. Voilà. Psychologiquement, tu t'es du genre à dire aux gens, me parlez pas de musique. Là, on est venu pour du basket. On échange parce que je coupe pas la conversation. Voilà, je garde quand même une discussion sur la musique. Voilà, on a fait ci, on a fait ça. Ouais, c'est moi. Là, sur YouTube, non, je sors plus rien. Maintenant, je suis dans, toi. On me demande toujours si vous allez refaire un truc. Ouais, forcément. Et je dis non, maintenant, je suis que dans mon expertise en tant que sportif, en tant qu'entraîneur. Et puis, je reste là-dessus. Et puis, voilà. Dès le départ, t'avais dit, en fait, il y a un jour où tu t'es dit, je refais plus de musique. Ouais. Assez rapidement? Ouais. 2011, 2012, comme ça, je le dis. Ok. Allez, je me lance dans le truc parce qu'on peut pas tout mélanger, comme je te disais tout à l'heure en coulisses. Quand il y a tellement de travail dans ce job, quand tu t'es ancré dedans, qu'il faut s'organiser, et puis tu peux pas te permettre d'aller à gauche, à droite, aller voir les copains, rigoler tout au long de la semaine. Ça, tu peux pas. Si tu veux progresser dans quelque chose, moi, je suis dans le sport, en tant que coach. Si tu veux progresser, il te faut ce temps où tu vas te dire, voilà, je me plonge 3-4 heures là-dedans et voilà, je me construis à travers ça. T'as été focus. Ouais, focus à mort. Ouais. Et quel est le sport, j'allais te poser la question, quel est le sportif, mais en réalité, je sais. Toi, t'as beaucoup parlé de Magic Johnson. Ouais, Magic, ouais. Et c'est assez rare parce que je trouve que dans notre génération, par exemple, un mec comme Amadou, il parle que de Jordan. Ah oui, parce que sa vie, c'est que Jordan. Jordan, c'est le GOAT. C'est quelqu'un que tout le monde a eu en poster dans sa chambre, tu vois. Grand, petit, enfant, les baskets qui nous identifient avec cette personnalité. C'est quelqu'un qui a mis le basket au-dessus de la planète, tu vois. C'est vrai. Mais moi, ce qui m'a choqué en premier, c'est
Magic Johnson. Ah, je vois un grand monter le ballon de 2,8 m comme ça, et qui fait des passes dans le dos. Du vois, c'est quoi ça? Il était trop fluide. Et il tient le ballon comme ça, comme si c'était une balle de tennis. Je dis, c'est qui celui-là? Et derrière son maillot, j'ai vu marqué Johnson 32. J'ai cherché à avoir ce maillot et j'ai eu ce maillot en 92. Voilà. Je l'ai eu, il était trop grand pour moi parce que j'étais tout maigre. Ah ouais? J'avais un gros maillot Lakers. Jordan, Magic Johnson. Ouais. J'étais fier de porter ce maillot tous les jours. Quoi. Lui, Johnson, c'est un peu les débuts de la NBA. Même, je crois quand il est rentré en NBA, la NBA c'était même pas encore, ça avait pas la hype que ça avait. Mais tu vois, moi par exemple, je le préfère parce que je trouve que des gars comme Kobe ou comme Jordan, sportivement ils sont bien, mais humainement c'est des gars avec qui t'as pas envie de chill. Tu vois, ils sont détestables, ils balancent les potes, ils sont hyper exigeants. Alors que Johnson, tu sens que c'est l'excellence, mais avec le sourire, avec la bonhomie. Et je te retrouve un peu dans cette personnalité. Je sais pas si tu es d'accord avec ça ou pas. La grande explosion de la NBA, c'est 92, les JO, la Dream Team. On retrouve tous ces joueurs qui ont influencé ou impulsé le basket au-delà des États-Unis, hein, qui ont une grande ouverture, parce que les Jeux de Barcelone, voilà, c'est l'Espagne, c'est l'Europe, et tout de suite on a une visibilité. Et puis c'est vrai que qu'on dit Jordan, qu'on dit Kobe Bryant, et c'est aujourd'hui, après sa mort, malheureusement, que les gens commencent à identifier Kobe Bryant en tant que grand joueur, tu vois. Ces grandes personnalités comme Michael Jordan, Kobe Bryant ont une grosse influence sur le monde du sport, mais pas que aussi, sur le côté social. Et ces personnes ont tellement eu l'habitude à être, on va dire, à être, comment ça s'appelle? À être demandé, à être visité, à aller partout et tout, et il garde une certaine approche et une certaine distance, un recul quand même. Quand même, le père à Michael Jordan a été assassiné. Il faut pas oublier ça, tu vois. Et c'est quelqu'un qui se montre pas partout. On peut pas l'approcher partout parce que c'est ancré, ça choque un peu, tu vois. Et Kobe Bryant a un peu cette approche-là aussi de grande personnalité. Tu vois, quand t'es une grande personnalité, tu crains quelque chose quand même. Ah, tu penses que c'est ça qui fait ça? Je pense que c'est ça. Tu vois, tu te balades pas partout comme ça. On vit dans un monde qui est quand même virulent et dangereux quand même. Tu vois. Voilà, moi, je pensais que c'était leur personnalité d'être, tu vois, comme ils sont tellement exigeants avec eux-mêmes, ça fait que ça les rend un peu, pas détestables, mais presque, tu vois. Ouais, mais non, je pense que détestable, c'est un peu fort. Le mot est un peu fort, effectivement. Un peu fort parce que Michael Jordan a quand même une ouverture quand il nous propose tous ses dessins animés. Voilà, il fait ça parce qu'il veut parler aussi à la jeunesse, tu vois. Bugs Bunny, tout ça, quand il met un peu son image là-dedans, c'est qu'il veut Space Jam. Ouais, voilà, Space Jam, qui veut parler à la jeunesse, dire que voilà, les enfants, les dessins animés, tout ça, et puis et après c'est plus le côté sécuritaire quoi qui est vraiment. Toi tu vois ça comme ça. Ouais, je vois ça comme ça quoi. OK. Mais et du coup alors qu'est-ce qui t'inspire chez Johnson? Est-ce que t'es inspiré par Johnson au-delà du sport, dans sa personnalité à lui-même? Ouais, très l'humilité, tu vois, son jeu qui est universel, et cette façon de jouer qui est unique aussi. Voilà, Magic Johnson, c'est quelqu'un d'unique. J'ai son livre à la maison que j'ai lu très tôt. Là, je devais avoir 20 ans. J'avais déjà lu son livre qu'on m'a volé, mais celui qui m'a volé ce livre, franchement, je sais qu'il est encore là et je dirais pas son nom, mais je l'ai retrouvé le livre. Heureusement que je l'ai retrouvé. Comment ça tu l'as retrouvé? Je l'ai recommandé et je l'ai lu. Ah, d'accord. Donc, moi, on me l'avait offert quand j'étais en CE2. J'étais très, très énervé le jour que je l'ai. On te l'a volé? On l'a volé. Je sais, on me l'a volé dans mon sac au sport. Bon, bref, ça date. Et voilà, Magic Johnson, c'est quelqu'un d'humain. Voilà, c'est quelqu'un qui fait encore des interviews, il parle de sa passion, qui parle qui a ce rôle aussi de dire qu'il a développé une maladie il avait le VIH. Le VIH, il l'a dit publiquement, hein, il a fait son coming out un peu après les années 2000, et il faut avoir du cran pour faire ça, tu vois. Et il a dû mettre un terme à sa carrière. Il y a beaucoup de gens qui l'ont descendu face à ça, tu vois. Les gens voulaient même plus jouer avec lui. Parce qu'ils avaient peur d'être contaminés. Ouais, parce que ça, à l'époque, on connaissait pas bien le VIH, bien sûr. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a développé un basket, qui a rendu le basket un peu fou, et
s'il y avait pas Magic Johnson et Michael Jordan, je crois que le basket n'aurait jamais été développé aussi comme populaire ça. qu'il est aujourd'hui. Populaire et dans ce sens de spectaculaire aussi. D'accord. Voilà. D'accord. Ouais. Non, c'est intéressant. C'est intéressant. Et aujourd'hui, c'est devenu un grand entrepreneur. Ouais. Johnson, il y a beaucoup, Kevin qui est là et qui fait beaucoup de sport basket. Je vois, t'avais fait un post sur lui, hein. Ouais. Et donc aujourd'hui, est-ce que toi, c'est des choses qui t'inspirent? Cet entrepreneuriat de ces joueurs-là aussi? Ouais, cette forme de, il y a pas que lui, il y en a beaucoup qui développent cette forme de, paix à son âme à Kobe Bryant qui était déjà dans cette vision, LeBron aussi qui est là-dedans, tu vois, ça m'intéresse à fond, quoi. On n'a pas les moyens financiers pour aller vite. Les moyens humains, on peut les avoir parce qu'on a, la population est là, on connaît énormément de gens. C'est pour ça qu'il faut discuter, aller voir certaines personnes, essayer de faire ensemble tout au long de notre vie, tu vois. J'ai échangé avec un pote il y a pas longtemps, il me disait que cette part de responsabilité qu'on a, nous, aujourd'hui qu'on a grandi, tout au long de notre vie, on fait que du partage, en fait. Tout ce qu'on a engendré avec les connaissances, on doit partager avec nos amis, avec les connaissances, avec l'amitié pour que, quand on part, qu'on part vide, en fait, tu vois. On appelle ça le die empty, tu vois. C'est mourir vide, en fait. Je connaissais pas. On doit pas partir, die empty, mourir vide. On doit pas partir avec plein de bagages qu'on garde en nous, tu vois. Et le partage, partager des expériences, partager aussi des choses qu'on a faites, tous ces messages quand on vient dans un colloque, on discute, quand on vient en formation, on discute avec les gens, et peut-être une personne qui peut te dire, je te prends encore une anecdote. J'ai un pote à moi qui s'appelle Harry, qui est parti à Orlando. J'ai été le voir, rendre en visite en 2010. D'accord. Lui, il avait fait des études là-bas dans les finances et tout. Il a eu son diplôme de finance. Ok, d'accord. Et son rêve à lui, c'était de voler, en fait. Et de voler en avion, quoi, aviation. C'était son rêve. Il était au début, il était à l'école Lambda. On s'est rencontrés au basket. Je commençais mes formations de basket. On s'est rencontrés à Rungis. Après, il m'a dit, ouais, j'habite avec mon père à Orlando, viens un jour. Et puis, j'avais un peu d'argent. J'ai dit, vas-y, j'arrive à Orlando. J'arrive à Orlando, j'allais le chercher à la fac en fin d'après-midi. Moi, je faisais mon tour tout seul, hein, j'ai besoin de personne. Je connaissais personne à Orlando, je me baladais, je me perdais, je me retrouvais. Et il y a 4 ans, elle dit, Harry, ça va? Tu sais, on était toujours restés en contact, mais moi, j'avais des millions de trucs à faire. Il me dit, ouais, ça va. Attends, j'ai vu tes photos là sur Facebook, tu voles? Il me dit, ouais, je suis pilote d'avion. Et il est passé des finances à devenir pilote d'avion, mais pas petit, hein. Il conduisait d'abord les jets privés. Et maintenant, il conduit il ramène 300 personnes il est pilote d'avion. D'accord. Putain, la trajectoire, elle est ouf, Harry. Tu sais, j'ai appris, t'as vu, on échangeait avant. Je suis parti des finances maintenant. Et comment c'est les relations. Il m'a dit, moi, j'étais fan de ça, je voulais faire ça. Et à force de rencontrer du monde, on échange, et puis, tu découvres quelqu'un qui a un centre de formation de pilote, et puis tu t'inscris, et puis voilà, les rencontres, tu vois, les rencontres des fois sont magiques. Et donc faut toujours avoir ce rapport à l'humain, discuter, voir voilà, aujourd'hui je suis fier de lui parce que il me disait qu'il avait conduit comment ça s'appelle, un jet, il est tombé sur Mayweather, le boxeur là. Mayweather, ouais, voilà. Et puis voilà, c'est vrai qu'il donne des billets à l'équipage, tout ça, et c'est une réalité, quoi. Et je dis, putain, t'es passé de petits joueurs de basket à Rungis, à pilote d'avion. T'imagines un peu. Bon, là, des fois on s'appelle, je dis, écoute, je vais embarquer là, je t'appelle après-demain, on se fait un call, tu vois. Et tu vois, le mec, quoi, il raccroche, il transporte 300 personnes. Il va voler. Tu vois, des trucs comme ça marque. Moi, je trouve ça super. Et ça t'inspire aussi, ça m'inspire de dire que sans relâche, quoi. Faut rien acheter encore des nouveaux trucs. Bien sûr, des nouveaux trucs, et il y a pas de limite. Tu le fais, quoi. Ouais, il y a pas de limite, quoi. Il était dans les finances, il finit pilote d'avion, il y a pas de limite. Voilà, c'est ce que je veux dire aux jeunes à chaque fois, quoi. Et cette logique-là de die empty, qui t'inspire, c'est pour ça que t'écris des livres? J'écris des livres pour ça, pour transmettre un peu cette éducation, parler de l'éducation, parler de mes armes, comment je les ai faites en tant que jeune, on va dire producteur ou jeune artiste, tu vois. Et toujours cette part de responsabilité, comment on éduque nos enfants, tu vois. C'est ça, tu vois. Je distribue, tu vois,
tout ça. Une fois, je demandais à quelqu'un, parle-moi de ça. Il me dit, ah non, ça c'est pour moi. Je dis, mais comment ça c'est pour toi? Je lui dis, parle-moi de tes références. Non, non, mais ça je les garde. Ah bah regarde-les, je vais les trouver moi les références. J'étais un peu étonné, tu vois. Ouais. Mais non, il faut partager. Toi, t'as envie de partager. Partager ses expériences. Et est-ce que tu peux nous expliquer la genèse du premier livre, Les Liens Sacrés? Les liens sacrés, c'est quelque chose d'assez particulier parce que je suis tombé malade à cette même période. D'accord. Et je me suis retrouvé seul à la maison et j'ai commencé à écrire. Commencé à écrire sur moi d'abord. Comment je suis rentré dans la musique. Qui m'a accompagné dans la musique. Qui on a accompagné. Comment on œuvrait chaque jour pour que cet art grandisse. Et c'est comme ça que j'avais plein de feuilles un jour et j'ai appelé Rossé, qui est un ami. Je lui ai dit, est-ce que tu connais, pour les gens qui connaissent pas, ouais. Voilà, je lui ai dit, mais tu connais quelqu'un dans la littérature qui pourrait me publier Éditer, ça? Ouais. Et puis il me dit, ouais, à voir, vas-y, ramène-moi les feuilles, je lui ai ramené et tout. Et puis il m'a dit, ouais, voilà, je connais Face Cachée. Et comme ça, on a échangé, c'était en plein Covid en plus. Okay. On a fait des visios, j'ai envoyé mes trucs, ils ont trouvé une histoire cohérente là-dessus. C'est comme ça est né le premier livre 3 ou 4 ans après, quoi. D'accord. J'étais pas pressé, je prenais mon temps et je savais que c'était une lourde consécration de tout ce que j'avais fait tout au long de ma carrière. Le premier qui est très autobiographique. Ouais, exactement. Je vois que là, c'est une réédition. Ouais. Ça veut dire que t'as bien vendu. Ouais, c'est quelque chose d'honorable. Ouais, t'en as vendu combien? 5 000, 6 000, un truc comme ça. Pas mal. Pour un premier livre, c'est exceptionnel. Bah, quand même, c'est pas mal. On en discutait avec Abd Al-Malik qui disait que, en tant qu'auteur, un auteur qui vend à partir de 5 000 livres, l'auteur, il est content, quoi. Il est content. Ouais. Et c'était quoi ta stratégie, du coup, pour vivre? T'écumais, tu faisais beaucoup. Est-ce que tu t'es inspiré de ce que t'as appris dans les disques? Ouais. Pour vendre, et même pour écrire et pour vendre le livre? Pas spécialement, c'est quelque chose d'autre, tu vois. Je découvre ce fonctionnement. Ouais. Mais j'ai eu, pour continuer, c'était être demandeur de venir parler aux gens, tu vois. Voilà, même là, les gens, si vous voulez que je vienne à une conférence, parler dans les écoles, dans les associations, ben c'était un peu ce développement sur le premier livre. Donc après le Covid, on a eu la chance de venir sur pas mal de villes, expliquer un peu le développement, comment j'ai écrit, pourquoi j'ai écrit et comment on développe un livre voilà. Et tu sais, nous, on dit que les gens disent souvent que la tradition africaine, c'est une tradition qui est orale. Et là, je me rends compte que, je crois, Oxmo a écrit un livre. De plus en plus, on vient dans l'écrit. Pourquoi est-ce que tu penses que c'est important pour votre génération d'écrire? Ouais, l'écrit, c'est une forme d'art, tu vois. Et l'art, ça reste, en fait. Les écrits restent, comme on dit. Et c'est super important, je pense, que de laisser des écrits derrière soi et de partager ces écrits. C'est encore plus important qu'un disque, quoi. Parce que les écrits, voilà, tu peux les partager, le livre, tu peux le donner, tu peux le transmettre. Et ce que tu disais là, justement, l'Afrique, il y a plus de 50% de la population africaine qui parle français. Tu vois. Donc ça, c'est super important. Ton livre, tu peux le transmettre en Afrique et beaucoup de gens parlent français là-bas. Tu vois. Ça peut aller loin dans les conférences, dans la population, dans plein de choses. Tu vois ce que je veux dire. Et ça peut être formateur pour tout le monde. Tu vois. D'apprendre un peu comment un artiste français d'origine guadeloupéenne qui vivait dans un milieu modeste a pu emmener toute une génération à exploser musicalement à une certaine époque où cette époque était pas facile. Et ça, je l'ai fait, quoi. Ouais. Et est-ce que tu as envie aussi de dire, bah voilà, j'ai pas envie que n'importe qui raconte l'histoire de la mafia ou l'histoire du hip-hop, l'histoire de Manuquet dans toute cette histoire-là, mais que ce soit moi qui donne ma propre version. Voilà, c'est important aussi pour toi aussi. Ça, c'est important, comme tu dis. J'ai pas envie qu'on dise, qu'on fasse des documentaires un peu faussés sur l'histoire du hip-hop et comment est la naissance de ce hip-hop, pourquoi on a fait du hip-hop, et quelles sont les sources et comment on s'est battu pour ce hip-hop, tu vois. Pourquoi on sample de la soul, du jazz, pourquoi
elle a une référence par rapport au hip-hop, tu vois. C'est ça, les gens, on fait de la musique, ouais, tu fais du rap. À un moment, tout le monde faisait du rap, un chauffeur de bus, un cuisinier, je te jure, un jour, je prends le bus, le mec, Manuki, attends, je m'arrête tu sais, il s'arrête, il y a plein de monde dans le truc. Il me dit, il me sort un truc de sa pochette. Tiens, j'enregistre un, mais t'es chauffeur de bus, hein, qu'est-ce que tu me fais? Tu vois? Et, dans les années 2000, tout le monde voulait, une fois que 113 a montré à la population de victoire de la musique, que la jeunesse, c'est possible d'y arriver, tout le monde voulait rapper. Tout le monde, t'étais dans un métier, tu laisses tomber, je veux faire du rap. Et ça m'a choqué, je dis, oh là là. Il y a une construction quand même, c'est de comprendre les choses quand tu t'arrives pas de la musique. Ah, pourquoi le jazz joue un rôle important dans cette musique. Mais toi, on sent que t'es mélomane. Je suis à fond. Moi, j'aime beaucoup la musique. La musique en elle-même, depuis d'ailleurs, comment t'as décrit, toi, ton rôle de réal, le son que t'aimes entendre les instruments. T'es quand même un autre style de rappeur. Ouais, moi, je me définis comme quelqu'un qui a une encyclopédie en termes musicaux, tu vois ce que je veux dire? Comment on construit un disque, pourquoi on mixe avec lui et pas lui, pourquoi on va faire certaines musiques et pas celle-là, tu vois. Et j'étais comme ça depuis tout jeune et inculqué avec Mehdi, on était comme ça, tu vois. Pourquoi le son, on veut qu'il sonne comme ça et pas comme ça, tu vois. C'est pour ça que vous êtes bien entendus. Parce que lui, on sait qu'il y a une grosse culture musicale. Et finalement, vous deux, vous retrouvez sur complémentaire à fond, complémentarité. Et voilà, quoi. Aujourd'hui, voilà, le rap pour moi c'est derrière, mais j'affectionne les gens qui prennent cette musique au sérieux, quoi. Toujours. Non, mais c'est intéressant. Et moi, j'étais surpris en fait quand t'es arrivé avec un nouveau livre. Je me suis dit, mais en fait, il vient juste de finir. Enfin, pour moi, c'était récent. Le précédent. 2 ans, c'est récent. 2 ans. Ouais. Qu'est-ce qui t'a piqué? Quelle mouche t'a piqué pour ressortir? C'est là où je dis, t'es devenu prolifique. Ouais, parce qu'il y a cette suite logique, toi. Ta transition, elle est dans le sport. J'avais déjà cette vision de dire, le prochain, je vais parler un peu de ma transmission entre la musique et le rap, tout en faisant des ponts, des va-et-vient, d'expliquer, oui, qui j'étais. Mais aujourd'hui, je fais ça. Mais à cette époque-là, je faisais ça. N'oubliez pas que j'étais dans certains collectifs. Mais aujourd'hui, je fais ça. Ça effacé, mais à certains moments, il y avait ça. Et c'est que des petits va-et-vient comme ça. On a discuté beaucoup avec Tabdal à ce moment-là, et c'est lui qui m'a un peu décrypté toutes ces sources où je pourrais amener le livre d'une certaine manière assez constructive. Mais explique-nous un peu le titre, le meilleur pour tous. Le meilleur pour tous, en fait, tout le monde au début pensait, mais les gens ils vont croire que c'est toi le meilleur. Non, le meilleur pour tous, ça veut dire que c'est ce qu'on souhaite aux gens, en fait, tu vois. La santé, après l'argent par argent, on s'en fout. Mais la santé, le bien-être, la motivation, on veut que les gens soient meilleurs. Voilà. D'accord. Meilleur pour tous. Ouais. Mais c'est quoi pour toi le meilleur aujourd'hui? Quand on dit si je devais te citer le meilleur pour toi, ce serait quoi? Moi, le meilleur, c'est de se réveiller avec une bonne énergie. D'être un homme accompli, tu vois, avec des bonnes valeurs, d'avoir une humilité qui est au-dessus de la moyenne, disons. Il y en a qui parlent d'humilité, mais quand il faut mettre de l'essence sur eux, ils en mettent plein, tu vois. C'est d'être humble, tranquille, tu vois. Les choses se font progressivement. Si un jour tu dois monter, tu monteras, quoi, tu vois. Et à qui s'adresse le livre? Le livre s'adresse particulièrement à plein de générations, surtout ceux qui m'ont vu grandir, à une jeunesse qui trouve pas sa voie, et leur dire c'est possible. Et surtout aux anciens qui me connaissent, et puis aussi les seniors, tu vois, les grandes personnes, tu vois. Ce livre est multifonctionnel, il peut servir, c'est une base, tu vois. Base d'appui. Et parce que là, tout à l'heure, j'avais pris une photo du sommaire, pour qu'on puisse bien comprendre un peu ce qu'on y retrouve. Moi, quand je regarde un peu le sommaire, je me dis, bon voilà, il y a une première partie où tu parles de l'époque, du rap. Exactement. Et ensuite, comment est-ce que tu as migré du rap vers le basket? Exactement. Et qu'est-ce que tu as envie en fait, qu'est-ce que les gens ils vont retrouver dedans? C'est plutôt des conseils, plutôt du storytelling? Un peu. C'est quoi? Ouais, un peu d'un mélange de tout. D'accord. Un peu comme ça, des va-et-vient, comprendre qui je suis, qui j'ai été, et surtout comprendre pourquoi je me suis engagé dans ce métier qui est métier passion, et comprendre les embûches, et surtout de pas se dire oui, un échec, non, c'est de la merde. L'échec, en fait, c'est un diplôme qui te dit t'as l'opportunité de refaire mieux, en fait.
Pour moi, l'échec, c'est ça, c'est un diplôme. Tiens, je te le donne, vas-y, recommence. Et tant que tu n'y arrives pas, recommence. Et ça, on appelle ça en fait, on appelle ça au States, ils disent qu'ils appellent ça c'est pour ça qu'on appelle ça la draft. Ouais. Draft mentality, tu vois. C'est pour ça que Kobe appelait ça comme ça, on l'appelle comme ça. Parce que tu peux te tromper, mais en faisant des petites choses, recommencer, ouais, et là, tu te construis, et là, tu y arrives. Totalement. Parce que comme on dit, Kobe, quand il arrive en NBA, c'est pas le plus grand, c'est pas le plus rapide, c'est pas le meilleur shooter, c'est pas le mec qui a une grosse vitesse, mais à force de travailler, à force de regarder, de s'inculquer de Jordan comme ça. Il dit, je vais coller Jordan, je vais être comme lui. Ouais, il refait même les mêmes gestes les mêmes gestes, tout ça. Oui, c'est vrai. Je vais shooter, je vais être de plus en plus adroit. Je vais aller de plus en plus vite. Ah bah, c'est là, et c'est le travail. Et ça passe par le travail. Voilà, il se trompe, mais à force de répéter. Il y a même un moment où il raconte qu'il a fait des airballs. Exactement. Un ou deux airballs dans un match et tout le monde lui dit, mais t'es détruit, tu devrais être détruit et tout, comment est-ce que tu fais pour te relever? Et il dit, bah non, en fait, je sais que je vais m'améliorer et que j'essaie d'identifier d'où vient le airball. Pourquoi est-ce que ça, je crois qu'il avait pas assez de puissance dans les jambes. Et donc il a retravaillé ses jambes pour que ça n'arrive plus jamais, quoi. Comme je dis souvent, tu sais que pour battre un record, Sunbelt, t'as travaillé 4 ans. Ok. Pour battre son record, tu vois. Un petit record qu'il avait, 4 ans de travail. Je sais pas si les gens imaginent. Souvent, les gens veulent être des CR7, veulent être des Mbappé, mais ils savent pas que le boulot qu'il y a derrière, tu vois. Ils savent pas, on met des jeunes footballeurs qui viennent avec leur papa qui ont 8 ans comme ça en formation. Mais après, même les papas maintenant deviennent en guerre avec les éducateurs pour qu'ils deviennent, tu le mets tu le fais jouer en première. Mais toi aussi, on doit te dire ça parce qu'il y a là, ils ont vu Wembanyama. Donc tout le monde doit se dire, mon fils, ça va être le prochain Wemby. Wemby, mais Wemby, il y a du travail derrière. Et je connais celui qui a bossé avec lui en premier lieu, qui s'appelle Karim Bobekri, qui est un ami à moi. Et je suis fier qu'il soit mon ami parce qu'il a toujours une humilité. Jamais il a voulu se mettre en avant, mais il avait déjà cette source et ces ingrédients à développer à Wemby, tu vois. Ok. Et ça, à Nanterre, il l'a accompagné? À Nanterre. Il a bossé bossé avec lui à Nanterre depuis tout petit. Il l'a inculqué dans ses dribbles. Et Wemby, aujourd'hui, lui, le big up à chaque fois, quand on lui dit, les ricains, il me dit, mais qui t'a appris à dribbler comme ça? Et Wemby, il dit, c'est un coach en France qui s'appelle Karim Boubekri. Voilà, c'est un mec qui bosse avec les jeunes depuis 25 ans. Pour moi, c'est le meilleur formateur des jeunes parce que il est resté sur l'âge des 13 ans. Juste pendant 25 ans, il s'occupe des 13 ans. Que des gens qui il a pas dit oui, maintenant j'ai fait ça, je vais aller avec les pros, allez, c'est bon. Non, il est resté sur ce qu'il savait faire et il le fait très très bien, tu vois ce que je veux dire. La capacité à être focus. Voilà, et focus et puis et tout le monde ne peut pas être Wemby, tout le monde ne peut pas être Kobe, tout le monde. Voilà, définis-toi comme tu dois être, t'es bon. On est tous bons, en fait, on est tous bons, il y a un truc on peut pas être bon partout. Mais quand t'es bon dans une chose, c'est ce que j'ai appris moi. Je savais fédérer et j'étais bon dans une chose et je l'ai fait depuis tout jeune et jusqu'à maintenant, tu vois. Et là aujourd'hui, ou plutôt pas aujourd'hui, mais quel est le jour 1 de ce livre-là? À quel moment tu t'es dit, tiens, je vais bosser sur ce livre? Tout de suite après celui-là. Dès que t'as fini? Ouais, tout de suite après celui-là. Ok. J'ai fini. J'ai eu une conversation avec Abdal, on s'est vu, on a discuté. Et t'as l'impression que t'avais pas tout dit dans le premier? Ouais, pas exactement, la transition. Et je lui ai dit, est-ce que tu voudrais faire ma préface? Parce qu'on se connaît depuis les années 90. Il m'a dit, allez. Il me dit, tu le veux dans quel sens? Je lui ai dit, comme tu sais faire, parle de moi. Aucune interrogation, parle de moi, vas-y, c'est parti. Et on a discuté, et puis moi j'écrivais en allant au sport, tous les jours, j'allais. C'est ça que j'allais te demander. En fait, celui-là, c'est celui que t'as écrit en allant à Cergy. Tous les matins, 1h30, au retour 1h30, puis je décortiquais et je progressais comme ça. Voilà. Et à un certain moment, j'ai dit, je crois que j'ai tout dit, ou peut-être dit. Et on va envoyer comme ça. Qu'est-ce que t'as corrigé dans ce livre que t'avais pas dans le premier? En termes de technique ou même en termes de façon d'écrire? La correction vient, on a bossé avec la femme qui m'accompagne sur ce livre, pour avoir une vraie cohérence dans ce que je voulais raconter. Et ce que j'ai corrigé, c'est de mettre vraiment de l'émotion dans ce que je recherchais dans ce livre. Et puis voilà, l'écriture a été bien naturelle. Voilà ce que je sais faire. Je raconte ce qui je suis, comment je le fais. Ça, il n'y a pas eu trop de correction là-dessus, quoi. D'accord. Et
une question qui me taraude aussi, c'est toi, t'as toujours été le grand frère. T'as pas toujours été un coach pour les jeunes, en tout cas, que t'as accompagné dans la musique, mais t'as toujours été ce grand frère. Quels sont les enseignements que tu as tirés de ta vie de musicien que tu utilises aujourd'hui dans ton coaching de sport? Ouais, c'est surtout la motivation, l'accompagnement, comment je les accompagne et quel rôle je peux avoir en cas de défaillance quoi du jeune quoi, tu vois. D'accord. Souvent les jeunes on fait pas assez attention le mal-être qu'ils ont, tu vois, ça peut venir d'ailleurs, ça peut pas venir spécialement du mal-être sportif quoi. Ça peut aller un peu plus loin, tu vois. C'est-à-dire mental par rapport aux relations familiales, déception amoureuse, problèmes scolaires, tu vois. Ça peut aller loin, tu vois, et j'essaie de détecter ça avant chez un jeune. J'essaie de l'accompagner du meilleur possible. Parce que s'il y a un parcours sportif et école en même temps, ben forcément il y en a un des deux. Ben s'il va pas loin dans les études, il va essayer de se perfectionner dans le sport. Ben on l'accompagne du mieux possible et vice versa. S'il réussit pas dans le sport, ben je lui dis de s'accrocher à l'école. Mais comment tu l'accompagnes? Quelqu'un par exemple qui est dans cette détresse là un peu amoureuse et tu te dis bon. Là, ça va pas le faire. Comment? C'est juste, tu te poses et tu l'écoutes ou... l'écouter, déjà, c'est une grande valeur d'écouter les gens, tu vois. Et écouter les gens, comprendre sa détresse, quels sont les piliers qui peuvent le ramener à se remettre debout, tu vois. Peut-être que c'est la meuf qui l'harcèle, peut-être que lui, il a pas fait des bonnes choses et discuter pour comprendre un peu, d'où vient ce facteur, tu vois. Et, de pas discuter un jour avec lui, de rediscuter, voir, faire un diagnostic avec lui, où t'en es aujourd'hui, est-ce que tu progresses, est-ce que c'est vraiment un frein pour toi? Bon, on va mettre le sport un peu de côté, tu vas te concentrer sur toi. Voilà, c'est tous ces cheminements qui sont intéressants, tu vois. Oublie le sport pour l'instant, reconcentre-toi sur toi, mon gars. Ok. Tu vois, même si, parce qu'il y a des coachs qui auraient tendance à te presser en disant, moi, j'ai besoin de toi, t'es l'homme clé des matchs. Non, ça c'est secondaire. Ce qui est important, c'est que l'humain soit au meilleur de sa forme et les meilleures qualités possibles intrinsèques, tu vois. Et une fois qu'il a compris ça, tu le remets sur le terrain au fur et à mesure, tu vois. Parce que on sait, hein, l'argent, les femmes, l'alcool, ça te pénalise et ça te tue, ça peut te tuer, quoi, tu vois. Quand ces facteurs, il faut faire très très attention, quoi. Et c'est quoi la MK Touch en tant que coach? La différence, le truc qui fait que si t'appelles MK, t'auras ça, tu l'auras jamais avec les autres coachs. Moi, j'ai une vision, comme depuis toujours, j'arrive à détecter un peu, tu vois. Fédérer d'une certaine manière, c'est très important. Et puis, MK Touch, c'est ça, c'est savoir fédérer une personne, 3 personnes et tout un groupe, toi. C'est un peu ça ma mentale aujourd'hui. Ok. Voilà. Un peu comme le coach, tu vois, le coach Rivers? Ouais, bien sûr. C'est lui qui mettait l'Ubuntu dans qui était fort. Il avait les Rando, Doc Rivers, voilà. J'ai pas besoin de spécialement d'être puissant dans tactique, technique, de t'accompagner à ta meilleure performance possible. Ouais, ça, je saurais le faire. Je saurais le faire, tu vois. Et je saurais le faire avec les clés que j'ai, certaines astuces, et je saurais te booster quoi qu'il arrive. Ouais. Et c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est l'aspect mental. Aujourd'hui, on entend beaucoup justement ces sujets-là en termes de santé mentale, de force mentale aussi. Comment il s'appelle, Thierry Henry, on a parlé récemment. Exactement, il s'est livré face à ça. Voilà, il s'est livré. Teddy Riner aussi, a dit que s'il avait pas sa psy toujours avec lui, il aurait jamais pu performer. Comment est-ce que toi aussi t'aides ces jeunes-là sur ce sujet de la force mentale, d'être performant mais mentalement? Ouais, mentalement c'est important. Tu vois, c'est quelque chose qu'on applique aujourd'hui depuis pas très longtemps, on va dire, dans le sport, mais pas que dans le milieu sportif. C'est quelque chose qui commence à se voir dans les milieux associatifs et aussi dans les grandes directions, tu vois. Et ce milieu, la force mentale, c'est ce qu'il y a de fondamental, tu vois, chez l'être humain, tu vois. Comme je te parlais de ce baisse de régime, détecter d'où il vient tout de suite, et l'accompagnement, c'est important. Mais c'est pas un truc qui est inné. Ouais, c'est pas un truc qui est inné. Je pense que dans chaque domaine, que ce soit associatif, dans chaque domaine, devrait avoir quelqu'un qui accompagne ou qui un formateur qui parle de ça une fois par semaine de temps en temps pour comprendre un peu ce facteur-là de
ce bien-être en fait, de toujours ça passe par quoi? Par la motivation, par des exercices physiques, ça passe par ça en fait, de le bien-être, bien vivre, l'alimentation aussi, bien dormir. Forcément, il y a pas tout le monde qui le savent ça, tu vois. Et ça, il faut avoir quelqu'un de formaté qui vient de temps en temps à parler de ça, voilà, la force mentale. Parce que ça va très vite, quoi. T'as une déception amoureuse, comme je te dis, moi, ça m'est arrivé à l'époque, quand j'ai eu cet enchaînement de décès qui m'ont traversé, et j'ai pas pu me relever de ça, tu vois. Et ça, et à cette époque, c'est les meilleurs amis qui ont été proches, mais j'avais aucun outil pour me sortir de là, tu vois. Et ça a été dur pour moi, tu vois. Voilà. Est-ce que dans les clubs aujourd'hui, ils sont suffisamment staffés, ils ont les moyens? Parce que j'entendais Wembanyama, quand il arrive aux Spurs, il a la diététicienne, il a tout, tu vois. Eux, ils sont bien staffés. Mais vous, comment vous faites? Vous avez pas tout ce truc-là? Aux États-Unis, ils sont en avance. C'est pour ça qu'on dit c'est un pays qui a 10 ans d'avance, tu vois. Sur ce sujet-là. Sur ce sujet-là, sur l'organisation, sur le merchandising, sur l'entertainment, tu vois. Et c'est vrai qu'en France, il manque, il faudrait qu'il y ait une cellule de prépa mentale. C'est ça. Et c'est les joueurs et les joueurs qui investissent sur eux. Et il y en a qui investissent sur eux. Comme je connais mon ami Lao Konaté, je sais qu'il a un préparateur mental avec lui. D'accord. Il se construit un peu comme ça. Il joue à quel niveau? Il joue en pro. Il joue en pro depuis une dizaine d'années. Il joue en pro. Ouais, mais bien avant de jouer en pro, il avait détecté qu'il aurait besoin de cet accompagnement. C'est toujours intéressant. Est-ce que toi, par exemple, tu as des petits exercices? Je parlais avec, j'ai reçu Fernand Lopez. Je sais pas si tu vois qui c'est. Ouais, bien sûr. J'ai reçu. Et lui, il me disait que, pour ses sportifs, il a des techniques, des points d'ancrage qu'il utilise pour faire en sorte que le sportif se remette dans la même position que celle où il est le plus performant. Est-ce que toi, c'est des choses que tu utilises, que tu maîtrises, sur lesquelles tu t'es formé? Ouais, j'ai des petites techniques, soit de individualité ou soit de cohésion à plusieurs. Il y a toujours des techniques, des jeux de rôle, des petits des formes de mentoring où on s'entoure, où tu deviens mentor de quelqu'un d'autre, tu vois. C'est le fait de se booster au quotidien chaque jour, tu vois, et de partir ensemble, de faire ensemble, de fédérer, de faire des jeux comme je disais, des jeux de rôle ensemble qui te poussent à connaître la personne qui va vivre avec toi de mieux en mieux tout au long de l'année, tu vois, comme c'est un projet commun, tu vois. Et ça, il y a des certaines astuces qui peuvent amener à fédérer, être ensemble, quelle que soit la difficulté. Ça, je pense que c'est super intéressant. Chacun a ses petites billes et chacun développe de la manière la plus intéressante, et tout dépend de toi, en fait, ta mentalité, ta personne, et comment tu es humainement avec les gamins, avec les personnes qui t'entourent, tu vois. Et là, tu disais que toi, tu avais une période où tu avais été down et c'est tes frères, enfin tes amis qui ont pu te soutenir. Comment est-ce que tu fais aujourd'hui pour garder cet équilibre? Quand tu sens que il y a des bas, est-ce que tu as des techniques ou des moyens pour te dire, vas-y, là, je me reprends? C'est souvent, comme je te parle de bien-être, si je me sens mal, c'est que j'ai pas été assez souvent à la salle, tu vois, me booster. Des fois, tu dors pas beaucoup parce que il faut dormir plus. Il faut boire de l'eau parce que les jus, tout ça, j'élimine depuis pas mal d'années. T'as barré complètement? Ouais, j'ai barré, c'est que des conneries, le coca, tout ça, c'est que des futilités. Et voilà, j'essaie de me booster. Puis s'il y a un manque de lecture, je vais lire 20 lignes par jour. Je vais regarder des reportages différents qui vont m'amener et comme j'en parlais dans un podcast, le jardinage, c'est un super outil. Ah, c'est nouveau, ça, j'ai pas entendu ça. Tu fais du jardin, c'est un super outil pour l'esprit. D'accord. Ça te reconcentre. Tu plantes tu fais des plantes et tout. Tu rases ton jardin, et puis ça t'amène ailleurs, tu penses plus à rien, toi. Et là, t'es lessivé, puis tu dis, j'ai passé 3 heures qui sont passées. Ça a vidé l'esprit. Voilà. Et je me reconcentre sur moi-même, en fait, dès qu'il y a quelque chose qui va mal. Et souvent, t'as ces potos que t'appelles et tu discutes, et toujours la discussion qui t'apprennent à autre chose, quoi. À amener d'autres sujets de connaissances, en fait. Voilà. Je le fais souvent avec mon ami Kamel de Brooklyn, je l'appelle. Et on échange sur plein de choses, et sur plein de choses dans la vie, quoi. C'est super bien. Toi, t'es pas un loup solitaire. Ouais. Non. Tu me demandes l'heure. T'inquiète, j'ai surveillé. Je surveille. Non, toi, t'es pas un loup solitaire, c'est ça que je disais. Ah non, la solitude, c'est difficile. Quelqu'un qui grandit seul, qui a pas d'enfant, qui a pas de femme, et qui finit seul, c'est très, très, très dur.
Que Dieu nous préserve. Yes, exactement. Vraiment. Autre point, c'est là aujourd'hui tu t'entraînes quelle équipe? Cette année, j'étais dans une équipe du Nord. Finalement, ça s'est mal passé. Je suis rentré chez moi. D'accord. Alors, je me reconcentre pour repartir l'année prochaine. D'accord. À quel niveau finalement? J'aimerais être sur un niveau de formation. C'est-à-dire U18. U18? Ouais, okay. C'est-à-dire les moins de 18 ans. D'accord. Cadet du championnat de France, parce que je trouve que c'est où les jeunes arrivent à maturité, bien avant la majorité. D'accord. Et c'est là que commence vraiment leur vie, leur engrenage, leur détermination, s'ils veulent être dans le basket, s'ils veulent être à l'école, s'ils veulent aller faire la fête. C'est là que je trouve qu'il leur faut un bon entraîneur, un bon formateur et un bon éducateur. D'accord. Toi, tu veux être comme ton Karim qui est pour les 13 ans. Voilà. Toi, tu dis que voilà, l'âge où je suis le plus pertinent, c'est à 18 ans. Ouais, c'est ça. D'accord. Parce qu'en même temps, quand tu fais marche arrière, c'est à peu près à ce même âge que la performance des membres de la Mafia Free, leur performance, leur aboutissement se fait à 18 ans. Oui. C'est là qu'on commence putain, Mafia Free, c'est là, et ces mêmes personnes avaient la majorité, c'est là qu'on a massacré, quoi. Oui, c'est vrai. C'est smart. Et autre point, les Antilles. Toi, tu viens de la Guadeloupe. La Guadeloupe, père et mère, ouais. C'est ça? Ouais. Est-ce que tu fais des choses là-bas? Est-ce que tu as des projets là-bas ou c'est surtout les vacances pour l'instant? C'est les vacances pour l'instant. Depuis de nombreuses années, c'est les vacances. À un moment, j'ai beaucoup travaillé. Mon cousin avait travaillé avec Yoon Cheng MC, un artiste local. D'accord. Et pas de projection là-bas. J'essaie d'abord de connaître bien le pays avant mais j'y vais chaque été. D'accord. En tant que formateur de basket, j'anime un camp qui est aux Abîmes. Ok. Voilà. D'accord. Et depuis pas mal d'années, depuis 5-6 ans quand même. Tout mois de juillet, le camp des Abîmes. Voilà, j'essaie de me rendre disponible pour accompagner les gamins en termes de basket, en termes de toujours parler avec les gamins, les plus petits, les plus grands, peu importe. D'accord. Et voilà, c'est après je pense que sur le pays, c'est déjà de bien connaître le pays, qui a œuvré pour ce pays. Je lis un livre d'Aimé Césaire en ce moment. D'accord. Qui va m'amener. Il a fait tellement de livres. Ouais. J'en ai acheté un, je sais même pas le titre. T'as pas vu le titre? J'ai pas vu le titre. Mais tu viens de l'acheter. Ouais, j'ai d'accord. Au hasard. Et voilà, il va m'amener à connaître plein de choses, quoi. Moi, j'ai lu Cahier d'un retour au pays natal, je crois. D'accord, ouais. Qui m'avait pas mal. D'accord. Enfin, c'est de la poésie. Et l'Afrique. Là, je vois t'as un t-shirt avec. Lumumba, j'avais pas vu depuis hier, j'avais pas vu, c'est là que je viens de voir là. On prend ça par rapport à un podcast aussi, quoi. C'est intéressant. Bien joué, l'Afrique, c'est quelque chose qui m'a illuminé en fait. Illuminé. Ah ouais, franchement, waouh, l'Afrique. Je suis parti en 2011, fin 2011 avec Mokobe. Ok. Lors de Mon Afrique, son premier album. Ouais. Mokobe qui a été un grand précurseur de la musique africaine et populaire, le mélange entre la pop urbaine et tout. Il disait Africa is the future avant que ce soit à la mode, quoi. On a même fait des t-shirts, il a même influencé des gens là-dessus. Et puis on est arrivé en Afrique, comme il disait, les gens pensent que l'Afrique c'est du goudron rouge, on a des danses, mais tu vas voir comment c'est fort. Arrivé à l'aéroport de Bamako la première fois. Et j'étais choqué parce que des infrastructures comme à Paris. À Bamako? À Bamako, bien sûr. Je savais pas. Hôtel 5 étoiles, l'hôtel de l'amitié, l'hôtel, des restaurants, des boîtes de nuit, des gens. Mais c'est surtout les gens qui sont là-bas il y a une fraternité qui est incomparable, en fait. Tu vois ce que je veux dire? L'accompagnement, la discussion. Et après, moi, je me promenais pour un Malien, j'avais plus besoin d'eux. Le lendemain, j'ai mis un short claquette, j'allais sur le marché, je faisais mes courses, je parlais, je revenais à 14h de 10h et je parlais avec tous les gens dans le marché, comprendre, c'est quoi ce pays, c'est quoi votre gentillesse, tu vois. Et j'ai fait toute l'Afrique de l'Ouest avec lui. D'accord. Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire, Mauritanie, et ça, la Guinée T'as pas fait que l'Afrique hype. Ah non. Parce que le youth aussi, le youth. Ouais, voilà. Terre à terre aussi, c'était important. J'ai même été dans les villages aussi. Ok. Tu vois, comprendre un peu comment les gens vivaient. J'étais à Caille, le village originaire où Moko est originaire. Et c'est l'une des villes qui fait plus chaud en Afrique, quoi. Ok, ça je savais pas. Chaleur, laisse tomber. C'est sec, non, j'imagine. C'est sec, et un ventilateur de chaud là-bas. Et voilà, je le disais, quand tu fais ces voyages-là avec Gou, quand tu rencontres Gou, plein de personnalités un peu comme ça influentes du paysage africain, comme Youssou N'Dour, comme
comme Monsieur Keita, voilà, Salif Keita, c'est impressionnant. C'est les choses qui t'impressionnent. Les gens, ils ont 60, 70 balais, ils sont là debout encore. Ils te parlent d'une certaine richesse de génération, du peuple et tout, et une musicalité qu'ils ont, qui sont uniques, quoi, tu vois. Voilà. Et est-ce que t'as vu d'une proximité? J'ai reçu ici Sandy Dabena, qui est guadeloupéenne maintenant, qui vit en Afrique, et elle m'a dit que quand elle est arrivée en Afrique, elle a vu beaucoup de similitudes avec la Guadeloupe. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vu, toi? Ouais, en termes de terre, en termes de naturel, en termes de terre, en termes d'enrichissement, de racines, en termes de nourriture aussi. C'est quelque chose qui ressemble, tu vois. Et après, forcément, les dom-toms sont françaises et l'Afrique c'est pas pareil, c'est pas le même développement, c'est pas le même enracinement, on va dire. Il y a des choses qui sont différentes, totalement, tu vois. Il y a quelque chose en Afrique qui se fait pas ailleurs, forcément. Et c'est quoi l'Afrique idéale pour toi? L'Afrique idéale, c'est l'Afrique, on va dire, qui reste un peu dans un statut un peu à la Côte d'Ivoire, qui est vachement dans le développement hypé, comme ça, et aussi de pas oublier sa richesse éternelle, qui est de revenir sur les terres et qui reste dans ce fonctionnement qui est un peu à la youth quand même. On n'oublie pas ses valeurs quand même, tu vois, parce qu'on peut arriver à être dans un bon mood et tout, mais moi quand j'allais aux Antilles petit, à l'âge de 8 ans, j'allais toujours à Anse-Bertrand courir et jouer au football pieds nus, tu vois. Ça avait une richesse. Quand je revenais en France, bah c'était différent, quoi. J'ai jamais oublié ça. Ouais, j'imagine. Et est-ce que là c'est vraiment les dernières questions, est-ce que dans ton business, ou en tout cas dans ta manière de développer professionnellement, est-ce que tu as mis en place des habitudes qui ont été game changer? Les habitudes, ouais, c'est toujours, comme je t'ai dit, s'organiser. L'organisation a vraiment été quelque chose de fédérateur pour moi. D'accord. Voilà, parce que quand t'as pas d'organisation, tu sais pas où tu vas. En fait, t'as des œillères. En fait, tu fonces la tête baissée. Et une fois que tu t'es organisé, t'as un entourage sain avec qui tu partages des valeurs saines et que tu t'entoures bien, qui savent t'emmener vers le haut. Voilà, c'est s'entourer des meilleurs, c'est ce qu'il y a de plus facile, de plus logique, et c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure des années, tu vois. Et de toute façon, pour être bon, il faut être avec les bons. J'ai vu une interview l'autre fois d'Alpha 520 qui est exceptionnelle, qui dit qu'on n'a plus le droit d'être médiocre aujourd'hui. La médiocrité, il faut laisser ça derrière, toi. Certains, surtout à notre âge, surtout pour nos enfants, les amis, la médiocrité ne fait plus partie de notre entourage. Il faut faire des choses bien. Et surtout quand tu fais des choses bien, quand tu fais des bonnes choses, parce que comme je te disais, on est bon, on peut pas être bon à plein de choses. On est bon d'une certaine manière dans une chose, et il faut se servir de cette chose. Et du coup, tu es plutôt du genre à dire, il faut que je fasse pas de beaucoup de choses différentes. Voilà. Que je me focus sur là où je suis dans ma zone de génie. Exactement. Parce que souvent, quand on fait plein de choses, en fait, on fait rien du tout. Plein de choses moyennes, c'est qu'on ne fait rien du tout. Et par rapport à l'entourage, donc là, ça veut dire que tu cuts les gens? Ah, je cut pas de gens, je laisse pas la porte d'entrée facilement, quoi. D'accord. Sans cut, quoi, je laisse pas la porte d'entrée facilement. Mais si t'as quelqu'un qui te tire vers le bas, comment tu fais? Tire vers le bas, bah, ça s'élimine, ça, tu vois. Ouais, mais comment concrètement? Bah, concrètement, le no-calcul, on appelle ça. On calcule plus. Voilà. Même si c'était gars, parce que j'imagine que, tu vois, en plus, toi, t'es un gars de team. Donc, forcément, dans les teams, t'as des boulets, tu vois, des maillons faibles. Et qui peuvent pas forcément t'amener vers le haut, quoi. Comment tu fais pour, cut ces gens-là? Bah, je m'intéresse aux ceux qui vont m'emmener vers le haut. Tout simplement. Ouais. Tu te mets plus d'énergie sur cela et les autres, tu les laisses sur le teco. Ça, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. On en parle tout le temps. Dernière question, par rapport à notre audience, qui est la jeunesse noire de France, ou en tout cas de la diaspora. Qu'est-ce que tu veux qu'ils retiennent absolument de ce temps qu'on a discuté? Tu te dis, voilà, maintenant vous allez reprendre votre vie, vous avez coupé le podcast. Qu'est-ce que tu voudrais absolument qu'ils partent? Avec quoi est-ce que tu veux absolument qu'ils partent? Ah, tu partes de dire, connu, pas connu. Moi, je suis Manuquet. J'ai commencé à l'âge de 17 ans à faire de la musique avec sans connaissance, sans rien du tout. Et pendant 10 ans, on a porté ce hip-hop qui était inconnu. Et après, on a eu des grosses révélations. Et puis
Je veux qu'ils se disent que tout est possible et qu'ils partent avec leurs valeurs elles-mêmes, tu vois. Moi, mes valeurs ont toujours été le respect, l'humilité, le travail et puis la motivation, tu vois. Et qu'ils se disent que c'est possible. Qu'importe l'âge, tu vois. J'ai repris les études à l'âge de 40 ans. Alors que tu avais arrêté en 6e, ouais, t'as dit, exactement. En 6e, j'étais... la maîtresse disait, il est où l'homme fantôme? Parce que quelqu'un a vu l'homme fantôme? Parce que j'allais jamais en cours, tu vois. Okay. Et puis, dire que tout est possible et voilà, n'oubliez jamais que les échecs sont un passeport pour recommencer, tu vois. Et, ne pas lâcher l'école si vous êtes dans l'école. Écoutez que votre cœur, écoutez pas les gens qui vous disent que c'est pas possible. Moi, j'ai jamais écouté quelqu'un qui m'a dit c'est pas possible, tu vas pas y arriver, tu vois. Voilà, j'ai pris ça comme une détermination, comme je te disais au début, toute ma fragilité a été servie comme une force, quoi. Toutes mes années les plus noires quand j'étais jeune m'ont servi de force aujourd'hui. Voilà. Ok. Merci Maniquet. Merci à toi. Le livre Le meilleur pour tous est encore disponible, hein. Il vient juste de sortir. J'ai cette édition. C'est ça. La réédition des liens sacrés chez Face Cachée Édition. Voilà, disponible partout. Donnez la force, soutenez. Et si vous avez besoin de moi, vous savez où appeler sur les réseaux, je serai disponible. Ouais, voilà. Tu es réactif sur les réseaux. Exactement. Et à tous, je vous dis merci de nous avoir écoutés jusque-là. Je vous souhaite rendez-vous la semaine prochaine pour un autre invité qui sera aussi inspirant, je le sais déjà, que l'aura été Manu.